merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette conférence, donc intitulée « Le XXIe siècle, un contexte écologique et politique inédit ». On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Mignerot, qui va nous faire cette conférence. On remercie également l'IEP qui nous permet de tourner cette conférence. Et Baptiste Milando ainsi que Noé Lassu qui vont présenter cette conférence. Voilà, je leur laisse la parole. Bonne conférence. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, je parle ici avec une double casquette, donc enseignant ici et puis aussi décroissant. Et donc, c'est avec cette seconde casquette de décroissant que je m'adresse à toi, notamment Vincent. Alors, je te poserai deux questions à la fin. En fait, d'un point de vue décroissant, cette histoire d'effondrement dont tu vas nous parler pose problème parce que ça montre le double échec des décroissants. La décroissance, c'est un discours qu'on entend quand même depuis un petit moment maintenant, au moins une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, on voit que l'effondrement connaît un succès médiatique, médiatique, public, littéraire, assez fort. Et la décroissance n'a jamais été capable de ça. La décroissance, même des auteurs brillants comme Gortz, comme Illich, Latouche, n'ont jamais eu la même audience que les effondristes aujourd'hui. Donc double échec médiatique d'une part de la décroissance, échec politique aussi, parce que si on est aujourd'hui à parler d'effondrement, c'est bien la preuve que le discours de la décroissance n'a pas porté. Sinon, on aurait sans doute trouvé une solution. Le discours de la décroissance, en fait, de manière très schématique, peut être séparé en deux branches. Une branche catastrophiste, dans la lignée des travaux du Club de Rome, le rapport Meadows, qui annonçait des jours plutôt sombres pour les générations futures. Et puis un discours qui s'appuie plutôt sur une critique radicale, à la fois écologique et sociale, critique de la société industrielle avancée. Finalement, ces deux critiques ont été plutôt vaines, il me semble. Et alors je me demande dans quelle mesure l'effondrement aujourd'hui, le discours autour de l'effondrement, reprend pas le premier discours de la décroissance, donc le discours catastrophiste, avec des nouveaux habits, avec un nouveau terme. On a longtemps reproché aux décroissants d'avoir choisi le terme décroissance précisément et d'avoir fait un terme négatif. L'effondrement semble beaucoup mieux marcher aujourd'hui. Mais donc, qu'est-ce qui fait le succès en fait? La question c'est qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui des thèses de l'effondrement, la collapsologie? Est-ce que c'est ce toilettage marketing qui peut être pertinent? Ou est-ce que c'est aussi le fait qu'on s'approche du mur et que les générations futures dont on parlait au moment du Club de Rome, aujourd'hui elles sont plus futures, elles sont ici. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le succès de l'effondrement peut se traduire, le succès médiatique, public, etc., peut se traduire en succès politique? Et s'il se traduit en succès politique, qu'est-ce que ce serait le succès politique de l'effondrement? L'effondrement, c'est reprendre le discours du prophète de malheur. Qu'est-ce que c'est un prophète de malheur qui réussit? Est-ce que c'est celui qui évite la catastrophe ou est-ce que c'est celui qui permet de survivre à la catastrophe? Et si c'est le cas, est-ce que vraiment le discours sur l'effondrement est le bon discours pour avoir ce type de résultat? C'est ça les questions que je me pose, moi, en tant que décroissant vis-à-vis du discours de la décroissance. J'espère que tu pourras y répondre. Merci beaucoup, Baptiste. Alors moi, je vais faire très rapide. Je pense que aussi on peut applaudir Chloé Verjao qui a organisé toute la conférence. C'est quand même battu avec l'administration parce que c'était pas gagné d'avance, je tiens à le dire. Alors je me présente très rapidement, je m'appelle Noé, je suis étudiant ici en deuxième année à Sciences Po et je voulais juste très rapidement encore une fois intervenir pour vous parler du sentiment qu'on peut avoir en tant que jeune ou moins jeune d'ailleurs face à cette crise comme on pourrait l'appeler. Alors je prends mon exemple parce que je pense que beaucoup de personnes ici vont se reconnaître dedans. Il y a à peu près un an, j'étais ici à Sciences Po et je m'intéressais et surtout je m'inquiétais face à toutes ces nouvelles qui commençaient à tomber, qui tombent depuis des années, mais qui ces derniers temps sont encore plus présentes. Donc je voyais en fait différentes crises, indépendantes les unes des autres, qu'on pouvait résoudre comme un problème A bien posé qui n'admettait qu'une seule solution B. Et j'essayais de hiérarchiser ces crises,
Donc il y a le climat par ici, ouais, c'est hyper important. La gestion des déchets par ici, ouais. Et l'effondrement de la biodiversité par là, bon. Et je considère la connaissance comme un puzzle. Vous ajoutez une pièce ici, une là, l'autre là, et puis vous commencez petit à petit à comprendre. Et à comprendre que finalement, peut-être qu'il y a une interdépendance entre ces crises. Donc je continue à chercher, jusqu'à trouver une grille de lecture qui soit logique face à ce problème-là. Et un jour, j'ai fait une insomnie, ce qui est suffisamment rare pour être souligné parce que je suis un très très gros dormeur. Et je suis tombé sur une interview d'un mec sur Thinkerview, chaîne d'intérêt général que je salue d'ailleurs. Et je me suis dit, tu n'arrives pas à dormir, le mec est soporifique, c'est bon, tu vas réussir à dormir. Et je vous donne un mille, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. J'avais trouvé ma dernière pièce du puzzle. J'avais enfin compris l'ampleur du problème, mais également sa simplicité. Et c'est là où je veux en venir. Quand vous comprenez cette crise et où ça peut vous mener en tant que jeune ou moins jeune, vous faites face à une situation de deuil. Ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de personnes ici ont vécu ou vont vivre, c'est un deuil de notre futur, ou plutôt le deuil d'un récit de notre futur qu'on s'était construit depuis des années. C'est le deuil d'un futur qui a été pensé hors sol, c'est le deuil d'un récit, c'est le retour des limites. Quand vous prenez conscience de ça, et c'est d'ailleurs les étapes qui ont été théorisées du deuil, vous éprouvez d'abord un choc, puis vous passez au déni. Ensuite, vous êtes en colère. Vous êtes en colère contre vous-même, contre vos parents, contre vos grands-parents, contre les politiques qui devraient agir mais qui ne font rien. Ensuite, vous êtes triste, vous êtes inquiet. Vous vous posez des questions. Est-ce que ce que je fais maintenant, ce que j'étudie ici, est-ce que ma vie telle qu'elle est actuellement, elle a un sens? Est-ce qu'elle a vraiment une utilité? Ensuite, arrivent les étapes de résignation et d'acceptation. Et l'étape finale, l'étape essentielle, c'est celle de la reconstruction. De la reconstruction d'un avenir, ou plutôt de la reconstruction d'un récit que nous nous faisons du monde. Juste avant de présenter celui que nous accueillons aujourd'hui, je vais citer un proverbe très connu d'Antonio Gramsci. Il y a crise quand l'ancien monde ne veut pas mourir et que le nouveau monde ne veut pas naître. Ce penseur, rappelez-vous, que j'avais trouvé au début assez soporifique, mais qui s'est révélé finalement passionnant, et qui finalement m'a fait prendre conscience de tout ça, c'était Vincent Mignerot, ici présent. Vincent Mignerot n'est pas collapsologue, ne lui dites pas ça, ça va l'énerver. Vincent est essayiste, il est chercheur indépendant qui travaille sur l'existence et plus précisément sur la place de l'humain dans son environnement, et désormais plus récemment, il travaille sur l'avenir des sociétés et sur le risque d'effondrement. Mesdames et messieurs, Vincent Mignerot. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Baptiste, merci infiniment pour les questions que tu poses. Tu devineras qu'évidemment, ce sont les mêmes questions que je me pose. Étant moi-même à la croisée des chemins entre un esprit décroissant et la confrontation avec le surgissement des nouvelles les plus inquiétantes concernant le risque d'effondrement. Et je partage ton inquiétude quant à la politisation du discours sur l'effondrement. C'est peut-être un sujet aporétique par lui-même. Il ne mène peut-être nulle part, sur le plan politique en tout cas. Et c'est ce que je vais essayer de diagnostiquer ce soir. Alors merci encore aux étudiants pour cette invitation, merci pour le choix du sujet dont on a discuté ensemble. Je vais procéder par étapes, je l'espère suffisamment didactique. Je vais être un petit peu abstrait au départ, et puis j'espère que les illustrations que je prendrai pourront mettre des images un petit peu sur les concepts que je vais exposer. Et j'espère conclure sur sinon une proposition politique, en tout cas un recadrage politique qui permettra de s'insinuer sur le plan existentiel dans un monde contraint. Voilà, c'est ça l'objectif de la conférence de ce soir. Je parlerai d'abord du cadre de l'existence, ce qui contraint l'existence de tout, en tout cas tous les êtres vivants. Je contextualiserai dans ce cadre le développement de l'humanité, qui n'est pas exactement équivalent aux autres développements des autres espèces sur la planète. J'évoquerai un point de plus en plus présent dans l'anthropologie et que j'aimerais articuler avec le politique, c'est l'éventualité d'une autodomestication de l'humanité. On précisera ça. Je parlerai aussi de l'idée qu'éventuellement, dans la prolongation de l'hypothèse d'une autodomestication, les récits politiques soient aussi ce qui permettent, alors je ne serai évidemment pas le premier à le dire,
qui permet l'organisation collective à grande échelle, et une organisation collective à grande échelle chez l'humain, ça a potentiellement des effets sur l'environnement, sur le milieu, on en discutera. Je parlerai d'anticapitalisme, et je présenterai la notion de substitution causale, et enfin je conclurai sur ce que j'exposais précédemment, sur l'idée d'un recadrage des grandes catégories politiques pour voir comment gérer un monde contraint. Alors, j'avais commencé mon intervention en disant quasiment ce que tu as présenté tout à l'heure, Baptiste, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la problématique de l'effondrement sur le plan politique, sinon ça ne mène nulle part. La décroissance, comme tu le disais, se pose ces questions-là. Et en particulier, pourquoi il faut dépasser le caractère aporétique de la collapsologie ou de l'effondrement comme ça, de façon abrupte, c'est parce que si on ne prend pas un tout petit peu de distance pour regarder à côté comment on fonctionne, on va rejouer les mêmes problèmes, les mêmes stratégies qu'on a utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire celles qui nous ont menés dans le mur. Ce qui s'appelle en psychanalyse la compulsion de répétition. Et ça, on doit absolument l'éviter pour éviter, on l'espère, des dérives en particulier vers des idéologies ou des systèmes de gouvernance tout à fait toxiques. Je vais quand même introduire par cette phrase-là. La compulsion de répétition en psychanalyse, c'est quand on rejoue une défense, un système de défense contre un traumatisme qui n'est pas résolu. L'hypothèse générale que je vais développer ce soir, c'est que le traumatisme qui n'est pas résolu, c'est celui que tous les plaisirs, tous les avantages de l'humanité, c'est ça notre problème, tous les plaisirs, tous les avantages de l'humanité sont toujours pris à quelqu'un et à quelque chose dans l'espace et dans le temps. Retenez cette phrase-là, on va la développer tout au long de cet exposé. Alors les conditions de l'existence, quelles sont-elles pour tous les êtres vivants ? Depuis toujours, donc depuis 4 milliards d'années sur la planète, les conditions de l'existence, la première, la plus essentielle, c'est la capture d'énergie. Que vous soyez une cyanobactérie il y a 4 milliards d'années sur la planète, les premiers êtres vivants, un tant soit peu complexes qui soient apparus, ou nous aujourd'hui, la première chose que nous devons faire, c'est capturer l'énergie pour animer notre métabolisme. L'énergie, la définition générique de l'énergie, c'est, pour faire court, c'est ce qui permet. Il n'y a rien qui ait bougé, qui ait circulé, qui ait été transformé, qui soit généré sous forme de flux, qui ne soit dépendant d'une consommation ou d'une dissipation d'énergie initialement. Retenez ça, l'énergie, c'est ce qui permet. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous ne capturez pas l'énergie, en l'occurrence nous, si nous ne mangeons pas, nous n'existons pas. C'est très simple. Alors évidemment, on stocke un peu d'énergie. Entre deux repas, on vit. Vous avez compris. Mais si on ne remange pas au bout d'un moment, évidemment, ça ne marche pas. La deuxième condition à l'existence, c'est que notre métabolisme, celui qui permet la dissipation de l'énergie, doit être fonctionnel. Alors pour les bactéries, les cyanobactéries, c'est tout simplement que les organites soient suffisamment en bon état, si je puis dire, pour que l'énergie puisse les traverser, que les transformations soient faites, que l'ADN puisse se répliquer et faire des protéines, etc. Le métabolisme doit fonctionner. Chez nous, ça s'appelle la santé. C'est la deuxième condition essentielle. Si le métabolisme ne fonctionne pas, si on n'est pas en bonne santé, tendanciellement, on avance vers la mort. Troisième point commun avec les êtres vivants et nous, c'est la sécurité. La première chose qu'ont fait les premiers êtres vivants qui sont apparus sur la planète, dès qu'ils ont eu des interactions à traiter avec leur milieu et avec d'autres individus, c'est qu'ils ont créé une membrane protectrice entre un milieu intérieur et un milieu extérieur. La sécurité, c'est fondamental dans le vivant. 3 conditions élémentaires à l'existence, alimentation, santé, sécurité. Retenez-les, on va les dérouler tout au long de l'exposé. Ces conditions élémentaires à l'existence ne se passent pas n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel cadre, de façon ni gratuite, ni libre, ni affranchie de contraintes. Le cadre de l'existence, c'est le grand cadre de la compétition qu'on connaît mieux depuis Darwin, et dont je rappelle les paramètres ici. Le premier paramètre du cadre de l'existence, qui est la compétition, on y reviendra, c'est qu'il est autoritaire. Si vous ne pouvez pas assurer votre alimentation, votre santé et votre sécurité, tendanciellement, vous allez risquer de mourir. Vous allez avancer vers votre propre fin. D'accord ? Et ça, c'est binaire. Si vous pouvez, vous vivez. Si vous ne pouvez pas, vous allez rapidement mourir. Il est arbitraire. La mort, dans la vie, dans l'existence, elle peut arriver, et même elle arrive le plus souvent sans prévenir, d'autant plus sans prévenir que la plupart du temps, on ne la désire pas. D'accord ? C'est pareil pour tous les êtres vivants sur la planète. L'arbitraire de la condamnation à mort, si vous voulez, est quelque chose qui s'impose. Je vais prendre un exemple. Vous êtes une jolie pâquerette qui pousse dans une très belle prairie et qui essaye de capturer toute l'énergie du soleil pour croître et pouvoir être butinée par des insectes, pollinisateurs pour se reproduire. Aussi joli que vous soyez et aussi velléitaire et volontaire pour exister que vous soyez,
S'il y a un animal qui est là en train de brouter l'herbe, eh ben, il va vous manger sans vous demander votre avis. Ça, c'est l'arbitraire de l'existence. C'est un grand principe de la sélection naturelle qui fait que votre existence est conditionnée aux interactions arbitraires, en grande partie arbitraires, que vous avez avec votre milieu. Le troisième paramètre de l'existence, dans le cadre de la compétition, c'est que c'est totalitaire. Il n'y a pas un être vivant qui ne soit pas soumis à l'autoritaire et à l'arbitraire des conditions de l'existence. D'accord ? C'est là où c'est un petit peu abstrait, on va rentrer dans le détail pour illustrer tout ça. Les êtres vivants, depuis qu'ils existent jusqu'à nous, ont développé 2 grandes stratégies pour capturer l'énergie, être en bonne santé et être en sécurité. Ce sont 2 stratégies absolument indissociables. D'une part, la rivalité et d'autre part, la coopération. En biologie, c'est très clair. Les 2 stratégies sont totalement indissociables. Plus vous coopérez, mieux vous capturez l'énergie dans votre milieu, plus vous pouvez assurer votre existence collectivement. Mais évidemment, les espèces les plus coopératives deviennent forcément hostiles à d'autres qui sont plus ou moins coopératives et qui, par exemple, lorgneraient ou auraient besoin des mêmes ressources que les espèces les plus coopératives. Donc, il n'y a absolument jamais dissociation entre les stratégies de coopération, dont on discutera de la vertu plus tard, et la rivalité qui est... alors on dit le vivant est extrêmement solidaire et coopératif, c'est absolument vrai. Il est absolument coopératif et solidaire. Ce que ça a produit, c'est que tous les êtres vivants depuis 4 milliards d'années qui étaient moins solidaires que ceux d'aujourd'hui ont disparu. C'est ça la coopération. C'est un principe de sélection naturelle aussi. D'accord ? Si vous ne parvenez pas à être solidaire au niveau de la capture d'énergie de votre milieu, vous êtes éliminé par le milieu. Je tiens à poser ça parce qu'on a tendance à surinterpréter ou à interpréter de façon morale les stratégies, rivalité et coopération. La biologie n'a jamais dit ça. Il faut absolument le corriger pour un peu travailler vos imaginaires autrement que ce qui est généralement présenté. Donc, nous, notre espèce, elle est potentiellement la plus coopérative et la plus solidaire, celle qui adopte le mieux les stratégies de coopération de toute l'histoire de la vie sur la planète Terre. Et elle a cette particularité, l'espèce humaine, par rapport aux conditions de l'existence que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est suffisamment coopérative et performante grâce à ses outils et à ses techniques pour rejeter à l'extérieur de son organisation les paramètres autoritaires, arbitraires, des contraintes de l'existence. Vous êtes d'accord que quand on est dans un amphi chauffé, alors il fait plus froid l'hiver, alors c'est difficile d'utiliser cette illustration, mais normalement ici à Lyon, il devrait faire 2 ou 3 degrés au lieu de 10. Et vous voyez que les contraintes extérieures climatiques, par exemple, nous les avons repoussées et maîtrisées grâce à des infrastructures qui nous permettent d'être protégés. Et ça, nous le faisons. Alors d'autres espèces le font, toutes les espèces qui ont des habitats, qui fabriquent des niches pour se protéger, le font. Mais nous le faisons beaucoup mieux. Alors, pour l'instant, on reste sur du quantitatif. Nous dirons simplement que nous sommes l'espèce qui le fait le mieux que n'importe quelle autre espèce. Rejeter les contraintes de la sélection naturelle, de la prédation, de la faim, à l'extérieur de son organisation. On ne va pas discuter d'un saut qualitatif encore, mais ça pourrait être le sujet du débat aussi. Et alors, on va passer rapidement justement sur la définition d'un effondrement. C'est la dernière notion que je vous demande d'intégrer avant de développer le reste de la discussion. La définition que je donne d'un effondrement, c'est quand une organisation humaine, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs ou nous, des sociétés plus complexes, c'est lorsque, pour des raisons X ou Y, les causes d'un effondrement peuvent être multiples, une seule même peut entraîner des effets boule de neige éventuellement, mais la cause, ici on s'en fiche. Un effondrement, c'est lorsque l'humanité ne parvient plus à rejeter à l'extérieur de son organisation les contraintes liées au cadre de la régulation par la sélection naturelle sur les critères de l'alimentation, de la santé et de la sécurité. Si l'humanité, ou lorsque l'humanité perd la maîtrise sur, par exemple pour des chasseurs-cueilleurs, une prédation par une tribu de loups avant que le loup soit domestiqué, un clan de loups, dans ce cas-là, la communauté risque l'effondrement démographique, organisationnel. C'est tout à fait, l'illustration correspond tout à fait. De façon plus contemporaine, en Chine, il y a un risque, je ne dis pas il y a effondrement du tout, il y a un risque d'effondrement si
la population chinoise perd la maîtrise sur la circulation du coronavirus. Pour moi, un effondrement, défini comme tel, c'est très important parce que ça permet de le différencier d'un grand déclin organisationnel. Et ça, le lexique est très important parce qu'on a tendance à focaliser, en particulier dans la collapsologie, mais dans l'ensemble du discours sur l'effondrement, sur l'effondrement, c'est quelque chose de massif, unilatéral, définitif et sur lequel on ne revient pas. On ne peut plus revenir en arrière une fois que c'est passé. Et en fait, à mon sens, c'est une définition extrêmement réductrice et que je ne partage pas. Un effondrement, c'est une situation dans laquelle on perd la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on va la perdre tout le temps, ni définitivement. D'accord ? Ce qui me permet de préciser une chose, dans mon discours, il y a une différenciation nette entre ce qui est inéluctable, c'est un déclin pour nous au cours de ce siècle, un déclin économique, très probablement démographique, je vais en parler tout à l'heure. Ça, c'est inéluctable à mon sens. En revanche, un effondrement, au sens habituel qu'on entend, ça n'est pas inéluctable. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis ça n'est pas inéluctable. D'accord ? Nous n'allons pas forcément perdre la maîtrise sur notre organisation, même si nous allons dans une perspective de décroissance, pour rejoindre le propos de Baptiste tout à l'heure. Donc le défi aujourd'hui, c'est conceptualiser politiquement notre inscription écologique pour éviter en particulier, je l'ai dit brièvement mais je le redis, des formes de régulation politique dont on entend déjà un petit peu les échos, voire qui sont en train de se mettre en place, des formes de régulation politique qui témoignent du fait que nos sociétés sont un peu plus fragiles, qu'elles sont un peu moins capables de repousser l'autoritaire et l'arbitraire des contraintes de l'existence à l'extérieur de leur organisation, et que les pouvoirs politiques qui font interface entre nos communautés et l'extérieur sont en train, eux, de reconvoquer l'autoritarisme et l'arbitraire dans l'application des lois. Ça va ? Alors, je suis un peu navré, je ne sais pas si vous avez la possibilité de... Vous ne voyez pas très bien en haut. Hein. Je vais illustrer le graphique. Vous avez la démographie humaine depuis 65 000 ans sur une échelle logarithmique. Alors, logarithmique, ça veut dire qu'il y a un facteur 10 entre chaque palier. Donc, vous avez en bas à gauche du graphique 1 million d'êtres humains il y a 65 000 ans. Et en haut à droite, vous avez 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Mais chaque palier est en quelque sorte écrasé. Les 10 millions sont beaucoup plus visibles que le premier milliard, si vous voulez. Rapidement, je vous montre la même chose en échelle non écrasée, ça donne ça. D'accord ? Donc depuis 10 000 ans, vous n'avez pas la même chronologie, mais l'ensemble a la même forme. Ici, vous avez une échelle non écrasée. Vous voyez qu'il y a une très grande accélération de la démographie, mais je vais quand même revenir sur le schéma précédent pour vous le décrire un peu plus méticuleusement. Nous sommes l'espèce qui donc s'est développée mieux que les autres espèces dans les mêmes milieux, et elle a donc augmenté la capacité de charge de ces milieux. Augmenter la capacité de charge, ça veut dire que le nombre maximum d'animaux, donc d'humains, qu'un territoire peut tolérer, a été artificiellement augmenté. Mais la capacité de charge a cette contrainte, c'est que quand on l'augmente, eh bien, on pompe plus de ressources, de matière organique, d'alimentation, on chasse plus, on mange plus de végétaux, et donc on fragilise, voire on détruit le milieu. D'accord ? Donc ça, c'est le grand schéma d'adaptation de l'humanité, et en fait, toutes les espèces ont le même problème. Quand elles sont en surcharge par rapport à leur milieu, quand elles pompent trop de ressources, elles finissent par être régulées. Pour vous donner un ordre d'idée, un chimpanzé a besoin de 20 km² de surface exploitable pour assurer son alimentation sur un an. L'humanité, qui est dotée de bipédie, qui a un cerveau plus consommateur d'énergie, et qui a des stratégies de chasse et de cueillette d'ailleurs, qui sont plus élaborées, plus complexes, a besoin de territoires beaucoup plus grands, jusqu'à 1300 km², ce qui fait une surface à couvrir de 36 km par 36 km. Alors, des chasseurs-cueilleurs ont pu vivre sur des surfaces plus petites, mais du coup elles devaient être plus riches, sur des biotopes relativement pauvres ou alors dont les ressources disparaissaient trop vite. Il fallait des circulations sur un territoire de 36 km par 36 km. C'est quelque chose que nous avons pu faire, que nous avons acquis sélectivement, parce que nous avons adopté la bipédie, et puis ensuite des techniques de chasse plus performantes. Voilà ce graphique en quoi il m'intéresse. Je vais vous parler de ce qui s'appelle des cliquets malthusiens. Pour aller plus loin, je vous recommande le travail de Laurent Testo, qui en parle très bien, notamment dans son livre Cataclysme. Et alors nous sommes passés
je disais 1 million tout à l'heure, au Paléolithique supérieur, nous sommes passés de 1 à 5-6 millions à peu près, et cette période s'appelle la révolution du Paléolithique supérieur, elle peut s'appeler comme ça, parce qu'il y a eu des innovations techniques, en particulier concernant les armes de jet, c'est-à-dire que nous avons appris rapidement, à l'échelle de l'existence humaine, en quelques milliers d'années, à chasser non pas au contact, mais à distance, avec des épieux, des saguets et un peu plus tard, des arcs. Plus tard, mais des arcs aussi. Et en tout cas, la sagaie et surtout les armes à propulseur, c'est-à-dire la possibilité de lancer un grand bâton tout droit avec un autre petit bâton qui permet de donner plus de vitesse, donc en faisant le levier de cette façon-là. Ces techniques de chasse, ces outils, accompagnés du harpon et d'autres outils plus performants, ont permis à l'humanité de chasser plus et mieux en se protégeant mieux. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué cette augmentation démographique, ça s'appelle un cliquet malthusien, ça veut dire que si une technique n'avait pas été développée à ce moment-là, l'humanité serait restée à 1 million d'êtres humains dans son milieu. D'accord? Donc là, on a une technique dont on voit un apport sur le plan démographique, parce que plus de calories sont capturées dans le milieu, dans de meilleures conditions de sécurité. Vous vous souvenez, alimentation, santé, sécurité, une technique vient améliorer les 3 paramètres d'un seul coup. D'accord? Et on a un gain démographique immédiat. Immédiat, à l'échelle de l'existence, quelques milliers d'années, c'est immédiat. Ensuite, un deuxième cliquet malthusien a été levé lorsque l'agriculture très progressivement s'est déployée, je rentrerai dans le détail du déploiement de l'agriculture, et qui nous a fait passer de 6 millions d'êtres humains, il y a à peu près 10 000 ans, à 200 millions en l'an 1, et un peu plus tard, 500 millions au XVIe siècle. Vous voyez que là, c'est une très forte accélération. Nous avons développé une nouvelle technique encore plus performante que la seule chasse et cueillette, qui nous a permis d'avoir plus de capture d'énergie. La démographie a immédiatement augmenté, ou en tout cas progressivement augmenté. Le dernier cliquet malthusien qui est visible ici, c'est celui qui s'est produit, on va dire, entre le XVIIe et aujourd'hui, qui est l'augmentation des capacités techniques de l'humanité grâce aux hydrocarbures qui nous ont permis de développer des machines extrêmement performantes, en particulier et surtout pour l'agriculture. Et on ajoute aux machines de la chimie qui a considérablement renforcé les rendements agricoles. Je ne rentre pas dans le détail, dans le détail des techniques elles-mêmes, mais vous êtes suffisamment informés là-dessus, puis ces informations dans ces domaines circulent beaucoup désormais. Donc, 3 ou 4 paliers, on va dire, de 1 à 5-6 millions, de 6 millions à 200 millions avec l'agriculture. Ensuite, les moulins ont aidé à passer de 200 millions, les moulins à eau et à vent ont aidé à passer de 200 millions à 550 millions au XVIe siècle. Et la dernière grande accélération démographique, celle des hydrocarbures, jusqu'à aujourd'hui. Je l'avais dit, je vais quand même rentrer dans le détail, pas de toutes les techniques, mais de l'agriculture elle-même, pour vous illustrer ce qui s'est passé entre moins 10 000 et moins 5 ou 4 000 ans à peu près, avant que l'agriculture s'ancre définitivement dans le fonctionnement des sociétés humaines. Entre moins 10 000 et moins 4 000 ans, on va dire, les relations entre les peuples de chasseurs-cueilleurs et les peuples d'agriculteurs étaient très variables, très fluctuantes, et parfois même collaboratives, le plus souvent hostiles, mais c'était quelque chose qui n'était pas stabilisé encore. Pourquoi l'agriculture a fini par gagner? Parce que les chasseurs-cueilleurs ne peuvent faire d'enfants qu'en moyenne 1 tous les 4 ans, un enfant par femme tous les 4 ans. Parce que le nomadisme et puis les contraintes de la chasse font que, c'est un constat anthropologique, font que la démographie, le taux de natalité était limité à un enfant par femme tous les 4 ans. La sédentarité autour de l'agriculture a fait que, progressivement, les peuples d'agriculteurs ont pu faire jusqu'à un enfant par an. Alors, précision, c'était quelque chose qui pouvait être maîtrisé, la contraception chez les chasseurs-cueilleurs, pour ne pas avoir d'enfants plus qu'un tous les 4 ans. Avec des plantes abortives, avec la gestion de l'allaitement jusque tard, pour éviter que les femmes ne retombent enceintes, etc. Donc, vous avez une politisation déjà de la régulation, et cette notion nous intéressera. Quoi qu'il en soit, chez les agriculteurs, un enfant par an, progressivement, ça a juste imposé que, démographiquement, les chasseurs-cueilleurs étaient moins nombreux au fil des millénaires que les agriculteurs. Donc une concurrence sur les mêmes territoires s'est faite sur ce simple critère-là. Et puis, un paramètre qui a fait
que l'agriculture a été sélectionnée alors que l'agriculture est un désavantage biologique. Je précise ça rapidement. L'agriculture est un désavantage biologique, et ça c'est très clair. Lorsque l'agriculture est apparue, nous avons moins bien mangé. Nous avons travaillé au champ dans de bien plus mauvaises conditions que les athlètes chasseurs-cueilleurs qui étaient toujours en action au quotidien. Nous avons perdu plusieurs centimètres. Là, je crois que nous sommes passés de 1,85 m en taille à 1,63 m. Ce qui est tout à fait notable sur le plan évolutif. L'agriculture nous a rendus plus chétifs. Nous avions les os abîmés, la colonne vertébrale en vrac, et les dents acariées parce que nous mangions des glucides très agressifs pour l'émail, etc. Alors que les chasseurs-cueilleurs avaient une alimentation beaucoup plus diversifiée, mangeaient moins de viande et moins de viande grasse en particulier, parce que la viande d'élevage est moins bonne que la viande sauvage, surtout dans les équilibres lipidiques. Et malgré tout, ces désavantages biologiques ont été accompagnés d'un avantage biologique, lui aussi, fortuit, qui est le suivant. C'est que, en côtoyant les animaux domestiques, les agriculteurs, comme on le sait aujourd'hui, puisque l'hypothèse est posée pour le coronavirus, les agriculteurs ont hérité des maladies qui étaient portées par les animaux autour d'eux. Au fil des millénaires, les agriculteurs héritant des grippes, héritant des pestes, héritant des diverses maladies pathogènes qui venaient des animaux, en ont pâti au départ et puis se sont immunisés progressivement. Ce qui fait que, en s'immunisant, ils ont pu continuer à côtoyer leurs bêtes et puis à se développer démographiquement en régulant le problème de la circulation des pathogènes. Sauf que les chasseurs-cueilleurs, eux, ne se sont pas immunisés. Et on sait aujourd'hui que, parmi d'autres critères, le dernier, j'y viens juste après, parmi d'autres critères, la circulation des pathogènes a été un gain pour les agriculteurs, un gain fortuit contre les chasseurs-cueilleurs qui simplement disparaissaient à la simple rencontre avec des agriculteurs. Et le dernier paramètre, les principaux paramètres en tout cas, celui qui a notablement fait gagner, ce n'est pas une victoire tout à fait nécessairement glorieuse, mais en tout cas qui a fait que l'agriculture s'est imposée sur le mode de vie chasseur-cueilleur, c'est qu'une fois que vous avez développé un système alimentaire qui produit un peu d'excédent, dans une situation de sédentarité et avec un pouvoir un petit peu organisé et on va dire une spécialisation des tâches, vous pouvez faire quelque chose de nouveau et que les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient pas faire, c'est lever un impôt qui sert à financer la formation et l'outillage d'une partie spécifique de votre organisation qui s'appelle les militaires ou le système de défense. Et ça, c'est inédit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais l'agriculture a été ce qui a permis de créer une classe dédiée à la défense du territoire ou des intérêts de la communauté. Et ce dernier palier a fait que définitivement l'agriculture a pu s'ancrer sur les mêmes territoires que ceux des chasseurs-cueilleurs, et la suite vous la connaissez, ou en tout cas on la voit ici, l'agriculture s'est ancrée, la démographie a progressivement explosé, et les techniques ont continué à augmenter la performance de la démographie. Je vous lis juste rapidement James Scott, qui est un anthropologue, et qui dit « Les céréales, du fait de leur valeur plus élevée par unité de volume et de poids par rapport à presque tous les éléments, ainsi que de leur relative facilité de stockage, étaient une culture idéale tant du point de vue de l'impôt que de la subsistance. On pouvait les décortiquer au dernier moment, elles constituaient une ration parfaite pour les ouvriers et les esclaves, et étaient le produit le plus adéquat à payer un tribut, et alimenter troupes et garnisons, combattre une pénurie ou une famine, ou bien nourrir une ville tout en résistant à un siège. » Voilà, donc vous vous souvenez, alimentation, santé, sécurité, le paramètre sécurité, j'insiste un peu dessus, non que j'ai un goût particulier pour ce thème-là, mais parce que c'est le thème oublié dans l'écologie, en particulier dans l'écologie politique, sur le plan historique, et je tiens à le ramener avec des données anthropologiques qui nous resituent la problématique d'aujourd'hui. Les récits. Alors, ça va vous paraître être un saut, mais je vais expliquer. Comment on passe de l'agriculture, de l'augmentation démographique, de l'apparition et le développement des techniques au récit. Alors je vais utiliser une étude qui a été faite par Daniel Smith et ses collègues à propos sur la population des Akta avec laquelle ces chercheurs-là ont vécu. Les Akta vivent aux Philippines encore aujourd'hui. Ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs. Et la question des chercheurs, de ces anthropologues, c'était pourquoi on se raconte des histoires ? Quel est le rôle des récits dans l'organisation des sociétés ? Et alors,
ils ont prolongé leur hypothèse, ils se sont dit le storytelling peut être vu comme un type de coopération que les anthropologues définissent comme un comportement qui profite aux autres. Je les lis encore. Leurs recherches ont montré que, enfin je lis plutôt précisément Duane Kelly qui a rapporté, qui a fait une synthèse de l'étude. Donc la recherche de ces anthropologues a montré que les histoires chez les acta régulent les comportements des groupes et encouragent la coopération en fournissant aux individus des informations sur les normes, les règles, les attentes de leur société dans des domaines comme le mariage, l'interaction avec la belle famille, le partage de la nourriture, les pratiques de chasse et les tabous. Les histoires dramatisent également les conséquences de la violation des règles. Voilà la grande hypothèse autour des récits organisateurs qui semblent être, selon ces auteurs, autant valables chez des populations de chasseurs-cueilleurs que chez des populations d'agriculteurs. On va y venir. La recherche a révélé que les conteurs supérieurs, donc ceux qui racontent le mieux les histoires pour les autres, ont une meilleure condition physique et un succès reproducteur plus élevé. Les conteurs qualifiés font plus d'enfants. Normalement, si vous connaissez un petit peu mon travail, vous commencez à me voir venir. Lorsqu'on leur demande avec qui ils aimeraient le plus vivre, les acta préfèrent les conteurs talentueux à ceux qui sont connus pour leurs compétences en matière de chasse, de pêche, de cueillette de tubercules ou de médecine. La compétence à la pêche arrive en deuxième position après la narration. Cette étude montre que le rôle des récits est presque premier dans la sollicitation de l'ensemble des peuples pour définir des élites et définir ceux qui vont être privilégiés, et même privilégiés sur le plan très, très au-delà de la richesse, c'est-à-dire sur leur capacité à se reproduire et en cas de transmettre leurs gènes. Ce que dit cette étude, c'est que celui qui raconte le mieux les histoires s'en sort le mieux. D'accord ? Donc la coopération est en soi un storytelling, c'est la conclusion de cette étude qu'on peut faire. La coopération est en soi un storytelling qui organise la capture d'énergie. J'ajoute cette hypothèse-là, parce que vous avez entendu dans la synthèse de l'étude que ceux qui ne sont pas les élites, mais qui se raccrochent au récit, ce sont ceux qui vont capturer l'énergie, par la pêche, par la chasse, par la cueillette. D'accord ? Donc le récit organise la capture d'énergie et de ressources, structure les relations de classe et favorise les élites. Hypothèse générale. D'accord ? Un point particulier qui est notable dans cette étude, les acta sont une société plutôt égalitariste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément continuité entre l'hypothèse que les récits sont organisateurs et des inégalités incroyables. On pourra revenir là-dessus à propos justement de la politisation du monde de demain. Je vais vous citer deux autres études. Subsistence and the Evolution of Religion. Je suis un peu complexé parce que mon anglais est déplorable. Et tu es traducteur, donc voilà, je te témoigne de mon complexe. Quoi qu'il en soit, Peoples et Marlowe sont des chercheurs qui ont fait une étude qui est proche de la conclusion de celle dont j'ai parlé précédemment, et je vous la lis. Nous suggérons que la croyance en des dieux moraux élevés a été encouragée par les leaders émergents dans les sociétés dépendantes de ressources qui étaient difficiles à gérer et à défendre sans la coopération du groupe. Donc là, on passe du récit générique à la croyance en des dieux spécifiques. Mais le schéma est le même. Il faut un cadre organisateur. Vous avez entendu tout à l'heure que je vous ai parlé du cadre naturel d'organisation et du fait que les politiques sont à l'interface entre le cadre naturel et l'intérieur de l'organisation de la communauté humaine, et que là, on apprend qu'à cette interface-là, ils racontent des histoires. Et ces histoires-là optimisent la coopération du groupe. Ces dirigeants ont utilisé le concept d'un exécuteur moral surnaturel pour manipuler les autres afin qu'ils coopèrent, ce qui a entraîné une plus grande productivité. Le succès reproductif reviendrait surtout à ces dirigeants, mais le succès reproductif moyen de tous les individus de la société augmenterait également avec une plus grande productivité. La coopération autour du récit, elle est bénéfique à tout le monde, même s'il y a des élites qui en profitent plus. Vous voyez ? D'accord ? Même ceux qui ne bénéficient pas immédiatement du surplus de richesse ou des avantages sexuels, pour parler de la reproduction, eh bien de l'ensemble de la communauté, malgré tout, parce qu'il y a plus de capture d'énergie grâce au récit coopératif, peut croître mieux dans de meilleures conditions.
L'application surnaturelle des codes moraux a permis de maintenir la cohésion sociale et de poursuivre la croissance démographique, on y revient, donnant à une société un avantage dans la concurrence avec les autres. Concurrence, là on est exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure, être coopératif ne veut pas dire ne pas être en concurrence. C'est précisément dit dans cette étude. Une autre étude, portée par Michel Scalise-Sugiyama, la narration est un processus cognitif complexe, typique de l'espèce humaine. Alors, on pourra discuter de ça. Hein. La narration est un processus cognitif complexe, typique de l'espèce humaine, au développement fiable et complexe, dont la conception n'est probablement pas le fruit du hasard. Très bien. Les archives folkloriques indiquent que le contenu narratif est cohérent dans des cultures très divergentes. Un conteur peut utiliser la narration pour manipuler les représentations de l'environnement social et ou physique d'un auditoire afin de servir ses propres fins de conditionnement. Ces études-là portent sur les temps longs, sur une anthropologie sociétale qui n'inscrit pas leurs conclusions sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur comment les sociétés se sont organisées depuis qu'elles sont organisées en groupes supérieurs, on va dire, à quelques dizaines d'individus. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un lien entre les grands récits organisateurs, la technique, donc la capture d'énergie et de ressources, et la croissance démographique. Pour moi, il n'y a aucun découplage entre ces différents éléments. Je vais avancer en posant une hypothèse qui est, pour moi, assez fascinante, qui est le prolongement de ce que je vous ai dit précédemment. Une hypothèse fascinante qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui est de plus en plus investie comme étant un point d'articulation indispensable pour comprendre là où on en est aujourd'hui. Cette hypothèse, j'en ai parlé en préambule, c'est l'éventualité que nous nous soyons auto-domestiqués, nous, en tant qu'espèce. Donc je fais référence notamment à une étude publiée dans PLOS ONE en 2017 qui s'appelle « Self-Domestication in Homo sapiens, Insights from Cooperative Genomics Constantina » par Constantina Theaphonopoulos. J'espère ne pas avoir trop écorché son nom. Et voici ce qui est observé dans cette étude et les conclusions générales de l'hypothèse de l'autodomestication. Ce qui se passe chez les animaux, c'est la chose suivante quand on domestique le loup, la vache, la brebis, la poule. C'est que, d'une façon générale, la forme du crâne évolue. En particulier chez les animaux qui nous ressemblent. La forme du crâne, le museau est moins proéminent. Les loups ont été domestiqués. Le chien a un museau, en moyenne, moins long que celui des loups. Nous avons un crâne moins proéminent que nos ancêtres néandertaliens, Erectus, habilis, etc. Une autre caractéristique de la domestication, qui est donc comparativement valable chez les animaux domestiqués et chez nous, c'est le développement de la tendance au jeu. C'est quelque chose qui est spécifiquement utile pour les compétences sociales, le jeu, parce qu'on apprend à interagir avec les autres individus autour de soi. Donc il se trouve qu'on peut envisager un point commun entre le développement des tendances au jeu chez les animaux domestiqués et chez les humains. On observe aussi, dans la domestication, une dérégulation de la saison de reproduction, qui est au départ inférieure à 1 mois, et qui s'étend chez les animaux domestiqués sur plusieurs mois, et chez nous, elle est toute l'année. Très bien. Le cerveau et les dents sont plus petits, chez les animaux domestiqués et chez les humains, on pourra en parler, mais le cerveau de Sapiens en 2020 est plus petit que la plupart de ses ancêtres chasseurs-cueilleurs. Je vais préciser ça tout à l'heure. Et dans l'ensemble, la néoténie, c'est-à-dire les capacités d'attachement au groupe qui sont propres au stade juvénile, sont conservées à l'âge adulte. C'est quelque chose qui est aussi commun avec les animaux domestiqués et nous. D'accord ? Quel est le critère de l'autodomestication commun avec les animaux domestiques et à propos duquel on peut poser l'hypothèse également pour l'humain? Le critère, c'est le suivant. C'est la docilité et la capacité, ou plutôt l'acceptation de la soumission. Ce n'est pas une hypothèse à la légère. Parce que si nous retrouvons des aspects biologiques, voire génétiques, parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un lien génétique entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'on observe génétiquement chez les animaux domestiqués, si le critère est la capacité à accepter docilement la soumission,
nous devons nous poser la question des récits précédemment, à quoi ils servent, comment ils organisent une coopération à très grande échelle, et comment cela permet d'avoir un résultat évolutif qui offre une démographie absolument galopante au fil des millénaires. Certaines études vont jusqu'à envisager que notre cerveau aujourd'hui, je le disais, ait perdu 20% d'une partie de son cortex, et 20% de cette partie du cortex était dédiée chez les chasseurs-cueilleurs, on va dire, à la souveraineté de l'individu, à ses capacités d'autonomie, de défense et d'insoumission. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des recherches en neurosciences aujourd'hui. Gardez bien en tête qu'on explore, je vous enverrai mes références, je ne dis pas c'est ça, je dis que ça nous permet de donner du matériel intellectuel pour comprendre à la fois où on en est et ce qu'on doit faire éventuellement pour gérer l'impasse dans laquelle on se trouve. Je vous rappelle l'impasse, 8 milliards d'êtres humains sur une planète dont la biosphère ne pourra pas porter 8 milliards d'humains à terme. D'accord ? Capacité de charge dont on a déjà parlé. Donc, ce qui pourrait s'être passé, et là encore je vous renvoie vers le travail de Laurent Testo et d'autres chercheurs sur ce sujet, Scott, dans son livre Homo Domesticus, envisage l'hypothèse aussi, c'est que l'apparition des États a été aussi l'apparition d'une violence plus systématique, on en a parlé, avec une défense dédiée à ce moyen, à ce besoin-là. Et évidemment, progressivement, ceux qui se sont rebellés contre l'État, ils ont juste été éliminés. C'est ça la sélection naturelle, accompagnée d'une sélection technique et culturelle chez l'humain. C'est-à-dire que ceux qui ne participent pas au schéma coopératif global, ceux qui coopèrent mieux, les éliminent. Sélectivement, ceux qui avaient cette zone, ces 20% de cortex en plus, qui étaient là où se stockait l'information d'inacceptation de l'asservissement et de la coercition, ceux-là, on a juste déployé une armée plus coopérative pour les éliminer rapidement et leurs gènes n'ont pas été sélectionnés par la communauté. D'accord ? Je vais aller un petit peu plus profondément dans les questions existentielles. Il faut le faire, on en a besoin aujourd'hui. Et je vais rebondir sur une dichotomie, un clivage dont discute Pierre Charbonnier dans son dernier livre. Je ne l'ai pas fini, mais je suis en cours de lecture. Donc Pierre Charbonnier discute le titre de son bouquin, c'est « Abondance et liberté ». Et il discute d'un clivage qui est celui de l'autonomie versus l'abondance. C'est un petit peu ce dont on discute déjà. Est-ce qu'on peut avoir une société d'abondance qui croît, qui exploite beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'alimentation, une grande sécurité, et l'autonomie en même temps? Possiblement, il y a clivage, il y a opposition entre ces deux notions. Et je vais citer Graeber, là, David Graeber, dans son ouvrage Dette, 5000 ans d'histoire. Donc David Graeber est un anthropologue militant, anarchiste, qui est pour moi une pièce maîtresse de la compréhension des systèmes étatiques et de la coopération et au-delà des systèmes de dette et des rapports avec le milieu pour les communautés humaines. Et il s'est intéressé dans son livre Dette, 5000 ans d'histoire à la notion d'esclavage. Et en fait, il témoigne qu'il n'y a pas beaucoup de données sur la définition de ce que c'est qu'un esclave. Donc il est allé chercher le peu de littérature qu'il a pu trouver sur le sujet, et il en a trouvé une très intéressante pour notre discussion. Il a cité Ali Abdelwahid, qui est professeur au Caire au début du XXe, qui a contribué à une théorie sociologique de l'esclavage. Et en 1931, il a énoncé quelque chose qui va vraiment faire écho à ce qu'on essaie de développer ce soir. Je rappelle, alimentation, santé, sécurité, coopération. Ceux qui ne coopèrent pas sont forcément, ou en tout cas tendanciellement, rejetés par ceux qui coopèrent le plus, le mieux et le plus. Voici ce que dit David Graeber. Donc, qu'est-ce que l'esclavage ? J'ai déjà commencé à suggérer une réponse au chapitre précédent, peu importe. L'esclavage est la forme ultime de l'arrachement à son contexte. Donc, à toutes les relations sociales qui font de quelqu'un un être humain. Il y a une autre façon de le dire. En un sens tout à fait réel, l'esclave est mort.
Telle a été la conclusion du premier chercheur à avoir effectué une vaste étude historique de cette institution, l'esclavage, un sociologue égyptien nommé Ali Abdelwahid à Paris en 1931. La contribution la plus durable du livre, de cet auteur donc, est d'avoir posé la question « Qu'est-ce que tous ces cas ont en commun ?» Les cas d'esclavage. La réponse d'El-Wahid est d'une simplicité frappante. On devient esclave dans les situations où, sans cela, on serait mort. On en revient à la question posée initialement. Tout le monde ici doit assurer son alimentation, sa santé et sa sécurité. S'il ne peut pas le faire de façon autonome, c'est ça le débat ici, vous êtes susceptible d'être inféodé aux desiderata de tous ceux qui, autour de vous, régissent pour vous votre alimentation, votre santé et votre sécurité. Le lexique de l'esclavage est quelque chose qu'on entend régulièrement, de la coercition, de l'exploitation, c'est quelque chose qu'on entend politiquement tout le temps. Il faut l'inscrire anthropologiquement et dans le cadre d'une évolution extrêmement coopérative pour comprendre à quoi peut servir l'esclavage ou la notion d'esclavage ou l'exploitation dans un schéma très coopératif où, dans l'ensemble, la communauté gagne quelque chose alors que certains sont dans des situations d'exploitation ou d'esclavage. Eh bien, la condition de ne pas participer à cette grande évolution-là, c'est que la condition, c'est que vous êtes totalement dépendant de ce système-là pour assurer votre alimentation, votre santé et votre sécurité. C'est ça le point. Autonomie, alors je fais une petite incise, l'autonomie, c'est un terme que vous allez entendre tout le temps dans la perspective du risque d'effondrement. L'autonomie, étymologiquement, ça veut dire écrire ses lois par soi-même. Eh bien, ce que je dis depuis le début de cet exposé, c'est que personne n'écrit jamais ses lois par lui-même. Il est toujours en interaction avec quelque chose à l'extérieur de lui qui impose des choses qui sont du registre d'un cadre de sélection naturelle et d'adaptation. Donc, l'autonomie, ça voudrait dire que vous êtes, vous, capable de faire ce qui s'appelle un marronnage. Un marronnage ou devenir une espèce férale, ça veut dire que vous seriez capable de quitter totalement toutes les techniques et toute la dépendance au système technique qui permet votre alimentation, votre sécurité et votre santé, et de ne plus jamais en dépendre. Ça s'appelle retourner à l'état sauvage. C'est ce qui se passe quand une espèce domestiquée quitte son enclos et retourne vivre par elle-même, en autonomie, entre guillemets, selon nos critères, dans l'environnement naturel. Et donc vous voyez qu'il y a un énorme gap, un univers entre l'autonomie au sens strict, c'est-à-dire ne plus dépendre de rien qui régisse les lois pour soi-même, et le monde d'aujourd'hui où absolument tout est perfusé dans nos sociétés en particulier par l'alimentation aux hydrocarbures, au pétrole, d'accord ? Je passe à cette image sur la démographie et je vais aller un tout petit peu plus loin. La technique, la civilisation et le capitalisme étaient écrits là. On l'a dit, on est passé de 5 millions à 6 milliards. Ce qui a permis ça, c'est la technique, la construction des civilisations, et in fine, on va rentrer dans le détail du capitalisme, in fine le capitalisme. Autrement dit, il faut dire ce que je vais dire là maintenant. Je suis un petit peu, fébrile à vous l'énoncer, mais il va falloir le dire. Nous sommes vraiment passés de 5 millions à 8 milliards d'êtres humains. Et entre les deux, il y a la technique, la civilisation et le capitalisme. Il y a, accompagné de cette histoire-là, il y a de la critique de la technique, du capitalisme et de la civilisation. Une littérature foisonnante pour critiquer ce qui est éminemment toxique à de nombreux critères. Pour le milieu, pour la coercition, pour l'esclavage, pour les colonies, enfin, évidemment. Il n'empêche que, et c'est ça que je tiens à dire, mais avec beaucoup de prudence, il n'empêche que la totalité des critiques qui ont été émises sur la technique, la civilisation et le capitalisme n'existerait pas au sens strict sans la technique, le capitalisme et la civilisation. Et ça, c'est un énorme problème politique. Parce que il n'y a pas de récit critique, physiquement, biologiquement, qui ait pu être énoncé sans une capture d'énergie
absolument destructrices dans l'environnement grâce à des techniques qui se sont structurées en organisations politiques, sociétales, étatiques, civilisationnelles, et qui ont produit in fine, je vais préciser mon point sur le capitalisme, qui ont produit in fine le capitalisme aujourd'hui. D'accord ? Il y a un rapport de dépendance existentielle peut-être irrévocable, mais c'est là le point à discuter, entre la critique et la technique. Ce n'est pas un débat nouveau, hein. Je vais préciser quelques points. Je vais parler de ce que j'appelle, je l'ai dit entre quelques phrases, vous l'avez entendu déjà, mais je vais exposer brièvement ce que j'appelle la théorie du pompage économique et comment éventuellement ce pompage économique dessine des hiérarchies alors qu'on n'en voit pas ou alors qu'on ne veut pas les voir. Dans un écosystème naturel, c'est-à-dire des humains sans technique élaborée, dans la chaîne alimentaire, l'humanité se place sur une échelle de 1 à 5,5, pas du tout à 5,5, c'est-à-dire au même niveau que les orques ou les ours blancs. Les orques et les ours blancs sont des espèces qui, dans la chaîne alimentaire, sont tout au bout et dépendent de tous les autres êtres vivants qui capturent initialement l'énergie. Et le premier niveau, c'est la photosynthèse par les plantes. La chaîne alimentaire, c'est la photosynthèse qui capture l'énergie du soleil, en tout cas sur Terre, qui est mangée par des champignons, des bactéries, des petits animaux, des insectes qui sont mangés par de plus grands, et jusqu'au bout de la chaîne alimentaire, les ours et les orques. On a l'imaginaire que nous sommes tout au bout de la chaîne alimentaire. En fait, si nous n'avons pas technique, État, civilisation et pétrole aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout en haut, mais à la place 2,2. Les singes nus que nous sommes, si nous n'avons pas de capacité à nous défendre, nous sommes consommés comme n'importe quel autre être vivant dans la chaîne alimentaire. Et cette chaîne de dépendance, elle a un sens. Et ça, c'est très important. L'énergie, elle est capturée par les végétaux. Elle est ensuite consommée par des animaux en strates, si vous voulez. On va dire, à chaque fois qu'un animal, qu'une strate de prédateurs est mangée ou mange la strate de prédateurs en dessous, on a passage à un niveau de plus grande complexité organisationnelle, éventuellement, mais surtout, on a perte d'énergie. Et le flux d'énergie va toujours des végétaux vers le dernier des prédateurs. Le dernier des prédateurs est totalement dépendant du fait que, pour les ours blancs par exemple, du plancton a été consommé par des poissons qui sont ensuite mangés par l'ours blanc. Et donc le sens de circulation de l'énergie dans l'écosystème fait que, pour parler anarchie et hiérarchie, il y a un ordre qui, métaphoriquement, ou en tout cas analogiquement, dessine un pouvoir, quelque part. Alors dans le vivant, on s'en fiche, parce que le fait que les poissons aient le pouvoir de vie ou de mort sur les ours blancs, c'est juste de la sélection naturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, des grands oiseaux disparaissent en masse autour de l'Alaska parce que le plancton disparaît à cause du réchauffement climatique. C'est exactement ça que je veux illustrer. C'est que si la capture d'énergie initiale dans un écosystème n'est plus possible pour une raison X ou Y, ceux qui croient être tout à fait au bout de la chaîne alimentaire et en haut d'une pyramide, en fait, disparaissent parce que l'énergie ne circule plus dans tout l'écosystème. D'accord ? Ça s'appelle la pyramide écologique. Ce n'est pas moi qui développe ce concept-là, c'est une notion d'écosystémique. Et c'est très problématique parce que nous aimerions, en particulier pour l'avenir, nous affranchir de tout un tas de chaînes de causalité, de chaînes de dépendance, et en particulier de chaînes de dépendance sur l'énergie. Sauf que, dans un écosystème naturel comme chez nous, celui qui a l'emprise sur la capture de l'énergie et sur sa distribution de l'énergie, ou sur la protection des moyens de consommer l'énergie, de transformer l'énergie en alimentation, il a du pouvoir sur vous, je dirais presque naturellement. Naturellement, parce que si vous ne pouvez pas capturer votre propre énergie et que vous la demandez à quelqu'un, si ce quelqu'un décide de ne plus vous la donner, vous mourrez. Et ça, je vais peut-être peiner à être beaucoup plus clair parce que c'est quelque chose que je vais développer dans les mois qui viennent, mais il faut absolument comprendre qu'il est possible que les hiérarchies que nous observons dans les sociétés complexes qui consomment beaucoup d'énergie soient strictement liées à des propriétés de l'énergie elle-même ou plutôt à des propriétés de nos capacités à capturer l'énergie. Un exemple plus simple, plus illustratif.
Rockefeller a créé la première compagnie de pétrole officielle en 1871. C'est lui qui a amorcé la pompe pour qu'ensuite, quantité de sociétés pétrolières, d'abord les 5 sœurs et ensuite d'autres, organisent le pompage du pétrole dans le sol pour le distribuer de façon extrêmement coopérative structurellement, de façon très, en plus, capitalistique, à l'ensemble des humains pour que tout le monde en profite. Tous les humains qui sont nés, en plus, la croissance démographique a été, on est passé de 1,5 milliard à 8 milliards depuis 1871. Cette croissance démographique-là est totalement, historiquement dépendante de quelqu'un ou de quelques-uns qui ont amorcé la pompe et organisé la distribution de l'énergie. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez conserver le niveau de santé, d'alimentation et de sécurité d'aujourd'hui, vous extraire de cette chaîne de causalité entre celui qui pompe l'énergie initialement et celui qui vous la distribue, vous y donne accès pour assurer votre survie, ou votre vie tout court. D'accord ? C'est pour ça que, évidemment, le débat sur l'anarchie comme moyen de pallier aux défaillances de nos sociétés d'aujourd'hui est absolument légitime. Et il faut le mener, et je le défends aussi. Pourquoi ? Parce que les anthropologues montrent très bien que les sociétés moins inégalitaires, qui exercent moins de coercition sur les strates, on va dire, les classes travailleuses, sont celles aussi qui, historiquement, sont les moins impactantes sur leur milieu. Aucun doute là-dessus. Clastres, Salins, voilà, des anthropologues qui ont étudié comment des chasseurs-cueilleurs régulaient la production d'excédents pour qu'en fait cet excédent ne soit pas accaparé par une sous-classe qui prendrait le pouvoir sur les autres, et également pour que cet excédent en fait n'existe même pas avec des systèmes de redistribution, voilà, des choses qui sont parfaitement connues. Pour autant, il y a une différence extraordinaire au sens étymologique du terme entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs de structures plus anarchiques et nos sociétés de structures plus carrément au-delà de la hiérarchie, c'est-à-dire avec des clivages entre les classes qui deviennent obscènes, c'est qu'il y a 8 milliards d'êtres humains en plus. Et qu'ils sont tous totalement dépendants d'une capture d'énergie initiale qui n'est faite que par quelques-uns. La question que je pose, est-ce qu'il est possible de maintenir la vie ? C'est une question qui est ouverte à tous les égards, c'est-à-dire, est-il possible de faire une alimentation qui résiste au réchauffement climatique, ça c'est un paramètre déjà important, mais surtout qui se passe totalement de pétrole et de techniques élaborées, de mécanisation, pour maintenir la vie de 8 milliards d'êtres humains. Et à ce jour, la question reste totalement ouverte. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios, il y en a énormément, des scénarios appliqués, il n'y en a aucun. D'accord ? À part localement, mais le local ne fait pas le global. Je passe, parce que j'aimerais bien débattre un petit peu avec vous, mais je prends quand même le temps de développer quelques points. J'ai dit déjà que l'autonomie n'existait pas, je ne vais pas repasser là-dessus, mais du coup je vais avancer sur ce graphique-là. Est-ce que, alors je fais une toute petite pause, qui ne connaît pas le rapport Meadows ? C'est beaucoup trop. Alors, j'ai pas encore fait la séance du cours d'ouverture sur le rapport Meadows, c'est pour ça. Baptiste va pallier à ça très vite. Merci. Non, c'est beaucoup trop. Ça va, je suis plutôt étonnamment, agréablement surpris. Il y a à peu près, je sais pas, un 20e de la salle qui connaissait pas, donc c'est pas si mal. Donc le rapport Meadows, je suis pas un exégète du rapport Meadows, mais c'est une étude qui a été commandée, on va dire, par un club d'intellectuels, d'humanistes, de philanthropes et puis d'industriels aussi. Volkswagen a en grande partie financé le projet. Et la question qui était posée aux ingénieurs du MIT à l'époque, en 1971, retenez la date, c'était « Que se passera-t-il pour l'évolution de nos sociétés si on suit le schéma business as usual ?» c'est-à-dire croissance comme elle est prévue pour les années 70, et en tenant compte de contraintes physiques qui sont les limites planétaires, la démographie, la pollution, le PIB évidemment, qui est l'indicateur de la richesse, et l'ensemble des rendements agricoles. Et donc, ce rapport Meadows a été livré en 1972 et proposait divers scénarios, dont un qui a été particulièrement retenu
particulièrement retenu dans la sphère collapsologique ou effondriste, on va dire, qui est celui d'une possibilité d'un effondrement. Alors, je vous ai apporté la nuance dans la définition de l'effondrement que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, Meadows n'a jamais parlé d'effondrement. Meadows expliquait qu'à partir d'une certaine date, les sociétés n'étaient plus capables de payer ou de pourvoir aux externalités négatives qu'elles produisaient par leur croissance. Donc, c'était un modèle économique. Ce n'était pas un modèle écologique au sens où on l'entend nous. C'est un modèle économique, c'est-à-dire qu'on prend des ressources, on les transforme, ça crée du PIB, mais ça génère de la pollution, et puis au bout d'un moment, les ressources, il n'y en a plus parce que la planète est finie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tout ce système-là est très pollué, avec peu de ressources, et qu'il n'y a plus de PIB? Eh bien, au bout d'un moment, le PIB ne peut plus financer tous les dégâts causés à l'ensemble du système. Et le monde, les économies cahotent, et puis finissent par passer un plateau et chutent en PIB. Et vous voyez qu'il y a aussi, après la chute du PIB, une chute en démographie. C'est une partie de la question qu'on posait aujourd'hui. Je vous ai dit cette phrase tout à l'heure, mais je vais la redire, parce que je vais extraire de ce graphique, alors je suis un peu déçu que vous ne le voyez pas mieux, je ne vais garder de ce graphique que deux courbes qui m'intéressent le plus, qui sont celles des ressources et celles de la démographie. Et on va rester quelques minutes sur ces deux courbes. Et vous voyez qu'évidemment, quand une société croît, qu'elle capture de plus en plus d'énergie et de ressources, les ressources, évidemment, déclinent jusqu'à arriver à un seuil où elles ne sont pas suffisantes pour satisfaire la société. Ces deux courbes-là qui se croisent, en fait, on a l'impression, ou on pourrait se dire que ce ne sont des courbes que pour les sociétés modernes, les civilisations très riches et très industrialisées. C'est exactement les mêmes courbes schématiquement pour n'importe quelle société de chasseurs-cueilleurs qui dépasse la capacité de charge de son milieu. S'il n'y a plus de gibier suffisamment pour alimenter l'ensemble de la communauté, soit la communauté est obligée de migrer, soit sa population décline. D'accord ? Donc, retenez que ça, c'est l'illustration typique du dépassement d'une capacité de charge. Et j'ai dit tout à l'heure, tous les plaisirs, tous les avantages de l'humanité sont toujours pris à quelqu'un et à quelque chose dans l'espace et dans le temps. Alors, pris à quelqu'un, c'est facile, nos sociétés colonialistes ont spolié toute l'Afrique. Facile. À quelque chose, c'est facile aussi, c'est à la nature, l'ensemble de la planète est dévasté par notre exploitation. D'accord ? Et ça, c'est dans l'instant, ou dans l'histoire. On a fait ça dans l'histoire. Mais plus subtil et plus ennuyeux pour nous, c'est que tous nos plaisirs, tous nos avantages, aujourd'hui, ils sont aussi pris dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui nous est absolument indispensable de penser si on veut faire du politique autour du risque d'effondrement. Ça veut dire que là, en 1960, quelqu'un qui a consommé un baril de pétrole ou ne serait-ce que passé un coup de fil dans lequel il y a des électrons qui ont circulé, qui ont été alimentés par une centrale quelconque au charbon, que ce soit peu ou beaucoup, tous ceux qui ont agi en 1960 ont pris des ressources dans le milieu qui ne seront plus exploitables pour quelqu'un en 2075. De façon stricte, irrévocable et définitive. À cause des lois de conservation de la physique, c'est comme ça. Et que la planète est finie. D'accord ? C'est très très important parce que si on veut penser le politique de l'adaptation de demain, il faut penser le temps long. Il faut penser que tous les gestes que vous faites aujourd'hui n'ont pas un impact sur quelqu'un et quelque chose, là, dans l'instant, ils ont un impact sur la possibilité pour quelqu'un et quelque chose d'exister demain, et dans très longtemps. J'aime bien cette notion de vergogne, qui est une émotion oubliée, qu'on n'utilise plus, mais qui était cardinale dans certaines sociétés, en particulier au Moyen-Âge. La vergogne, c'est la crainte d'une honte future. La vergogne, c'est ce qui, aujourd'hui, motive certains au flying scam, vous savez, cette honte de voler, de prendre l'avion. Ce type de sentiment et d'émotion, c'est quelque chose que nous allons devoir ou fortuitement réinvestir. Voilà, ça va revenir, ce type de sentiment-là. Parce que factuellement, pour des raisons physiques irrévocables, quand on fait quelque chose aujourd'hui, téléphoner, utiliser un smartphone, eh ben c'est du lithium et du platine et de l'or et du cuivre en moins pour quelqu'un demain. C'est pareil pour l'agriculture. Cette courbe-là marche aussi pour le phosphore, qui est un élément qu'on extrait des mines pour fertiliser les sols
et c'est un élément en quantité finie sur la planète, puisque nous le dispersons dans les océans sans que nous puissions le récupérer. Ça veut dire que... Alors, c'est peut-être un peu difficile à entendre, mais ça veut dire que pour des raisons physiques, pour des raisons de cadre existentiel irrévocable, aujourd'hui, quand nous mangeons, nous prenons une ressource en quantité finie dont nos enfants ne disposeront pas. D'accord ? Comment on a fait pour se protéger de ça ? On a fait une chose, je vais accélérer un petit peu. On a fait une chose qui est un tour de passe-passe sémantique absolument hallucinant. Donc ça, c'est une proposition que je fais pour comprendre un petit peu comment on a procédé dans les récits, justement, pour oublier à la fois le cadre et les contraintes et les effets de nos actions sur le long terme. Quand vous regardez une compétition de football, vous pouvez très facilement observer que les équipes de football sont coopératives, sans quoi elles sont moins performantes que l'équipe adverse. D'accord ? La coopération, c'est la base du bon fonctionnement d'une équipe de football. Okay ? Et puis, les équipes de football sont rivales entre elles. C'est le principe d'un tournoi de football. Au sein des équipes de football, pour sélectionner les meilleurs joueurs pour faire la meilleure équipe coopérative, les joueurs, tout au long de la période de sélection, ont été rivaux entre eux. C'est ce qui a permis d'obtenir la meilleure équipe. Vous voyez que pour coopérer, il faut être un rival. Pour être un rival, il faut coopérer. Les deux faces d'une même pièce, absolument indissociables. Et le résultat, c'est qu'on peut éventuellement gagner la compétition. La compétition. Et vous voyez que là, on a parlé d'un cadre qui s'appelle la compétition, dans lequel on applique des stratégies de rivalité et de coopération. Je vous propose un exercice, vous qui lisez beaucoup de textes de philo, de morale, de politique. Je vous propose de lire n'importe quel texte dans lequel il est écrit le mot compétition et de le remplacer par le mot rivalité. Et je suis sûr à 99% que vous allez découvrir le même texte sans avoir du tout changé le sens du texte. Remplacer compétition par rivalité et le texte aura exactement le même sens. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? C'est que nous avons travaillé inconsciemment, on ne l'a pas fait exprès, mais depuis 200 ans, on va dire, en lien avec Darwin, on va dire depuis 150 ans, nous avons travaillé inconsciemment et collectivement à effacer tout ce qui était de l'ordre du cadre qui nous gênait beaucoup. Et ce cadre de la compétition, on ne voulait pas le voir, et on a fait un tour de passe-passe sémantique qui a assimilé la compétition à la rivalité. Et l'intérêt, il est multiple, parce que du coup, la rivalité qui est un truc moche, on l'efface un peu, on le remplace par compétition, c'est un concept hybride, et puis surtout, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus les règles du jeu que doivent suivre tous les footballeurs pour pouvoir faire leur compétition. Eh bien, nous, nos sociétés, elles ont complètement oublié le cadre de la compétition. Et en opposant coopération à compétition et non pas coopération à rivalité, on a inventé quoi ? La notion de liberté. Je fais très court là, bien sûr, c'est une articulation plus complexe que celle-ci, certainement. Mais moi, je trouve extrêmement troublant qu'à chaque fois qu'une décision est prise sur le plan politique, on ne bute jamais sur la définition d'un cadre extérieur autre que celui arbitraire de la liberté. Aujourd'hui, nos sociétés définissent encore leur programme politique au nom de la liberté, et jamais dans le cadre des limites physiques imposées par le cadre de la compétition, qui est celui de la planète Terre, en fait, et des lois du vivant. Donc, en résumé, ce schéma-là, qui est un schéma qui explique, ce tableau-là qui explique les relations de coopération ou de rivalité qui existent entre les espèces, vous avez en haut à gauche ce qui est estimé positif, donc c'est là où la coopération est la plus grande, mutualisme, coopération, symbiose, qui permet aux espèces de croître en quantité, en nombre, etc. Vous avez des relations plus conflictuelles au milieu du tableau, et en bas à droite, vous avez la compétition. Ce tableau-là, on le voit dans tous les textes de bio, et en fait, en bas à droite, il n'y a pas compétition. C'est la rivalité entre deux espèces qui luttent pour un territoire, ou entre deux individus qui luttent pour se reproduire et avoir la femelle qui leur permettra de transmettre leurs gènes. Et si on remet rivalité en bas à droite dans le tableau compétition, on se retrouve à ce que ce tableau soit de nouveau inscrit dans le cadre de la compétition. Et ce tour de passe-passe sémantique, il a eu cette particularité magique, y compris sur le plan politique,
de nous affranchir de toute contrainte extérieure. Et c'est là où je vais commencer à introduire l'irruption du capitalisme dans le monde moderne. Je vais essayer de faire au plus vite. À mon sens, il y a eu 2 temps dans l'évolution. Vous vous souvenez, les chasseurs-cueilleurs se déploient sur des territoires en surface pour capturer plus de ressources. Les empires, empire romain, empire byzantin, empire acadien, se sont déployés en surface pour obtenir plus de ressources. Et puis au XVIe siècle, on a découvert l'Amérique, et la civilisation, on va dire dominante de l'époque, a compris que la planète était finie, et que l'expansion territoriale, pour continuer à être rivale dans la compétition pour l'existence, cette expansion territoriale, elle butait sur des limites. Il ne devenait plus possible pour un pays ou une communauté de dire « je vais être plus fort que toi parce que je vais conquérir ton territoire et tous ceux dont j'ai besoin pour être plus puissant ». À partir du moment où on a compris que la planète était une sphère aux quantités de ressources finies, il n'était plus possible de revendiquer les territoires des autres pour être plus fort, parce qu'à chaque fois qu'on le faisait, on tombait sur un autre être humain qui ne voulait pas donner son territoire. Très rapidement, des guerres ont éclaté, en particulier en Europe. Ces pays de l'ancien monde qui ont compris que la planète était finie. Les guerres de 30 ans ont débouché sur quelque chose qui est marquant sur le plan historique, les traités de Westphalie. Et les traités de Westphalie sont pour moi une réponse à la conquête planétaire. On comprend que la planète est finie, on ne peut plus se déployer pour être plus puissant, on est obligé de s'ancrer sur un territoire avec des frontières. Je fais court parce que vous êtes en Sciences Po, alors j'espère que vous connaissez ça ou que vous allez le travailler, les traités de Westphalie. C'est un traité qui définit des frontières et des États qui sont définis par la surface qui correspond à leur définition même. Voilà. L'État français, l'État allemand, etc. Et nous avons inventé 2 choses pour maintenir la puissance rivale des pays par rapport à d'autres, suite à ces traités de Westphalie. Il fallait continuer à exploiter des ressources, mais on ne pouvait plus s'étendre, alors on a inventé les colonies. Et on a inventé un autre système d'exploitation des ressources qu'on ne pouvait plus étendre pour être plus puissant, c'est le capitalisme qui permet une nouvelle forme d'exploitation des ressources, c'est une pression sur la ressource elle-même. Et vous aurez compris que dans le cadre du capitalisme, la ressource, c'est l'humain lui-même, dont on peut s'approprier le travail et sur lequel on peut spéculer pour qu'il travaille toujours plus et toujours plus fort. Ce que je vous dis là, c'est un basculement géopolitique, stratégique, économique, énergétique, social, comme dirait Frédéric Lordon, c'est-à-dire que le capitalisme a des effets sur le social, au-delà de la définition technique du terme, et définit des nouveaux rapports de classe. Les classes dominantes qui racontaient des histoires, celles dont on parlait tout à l'heure, n'avaient qu'à raconter des histoires qui permettaient de capturer plus de ressources quantitativement, et tout le monde pouvait croître en quantité, en nombre de personnes, en avantage, et tout se passait bien. Ce même récit butant sur des limites, il n'est plus possible de raconter l'histoire qu'on va développer un plus grand empire et ça ira bien. On est obligé de raconter une histoire dans laquelle on oppresse l'outil de travail lui-même, les ressources elles-mêmes et le travailleur lui-même pour obtenir plus de production rivale qui permet à chaque pays de maintenir la course à l'existence et à la souveraineté. C'est important parce que quand on réinscrit le capitalisme comme étant une réponse, comme étant un outil à une contrainte nouvelle, c'est-à-dire on ne peut plus s'étendre, on est obligé de travailler sur place mais plus fort, on réinscrit le capitalisme dans une histoire où il n'est pas la cause du problème. Et c'est là où je voulais en venir. Le capitalisme a été une réponse conceptualisée par Adam Smith en 1976, renforcée par Jean-Baptiste Say au début du 19e. C'était une production intellectuelle très puissante, mais qui, en tant que telle, n'a aucune valeur. Et n'est pas à valeur de puissance économique, de puissance rivale ou de puissance industrielle. En revanche, rencontrant le fait que, par application du capitalisme, on renforce l'économie et on devient plus puissant que son rival, on continue à répondre à la pression pour l'existence, et j'en rappelle les termes, l'alimentation, la santé et la sécurité. Le capitalisme n'a pas été inventé pour oppresser les gens. Le capitalisme a été inventé parce qu'il était la meilleure réponse pour continuer, je remonte ici,
cette grande trajectoire démographique. Pourquoi ? Parce que la demande des gens entre avant et après le capitalisme, c'est exactement la même. C'est l'alimentation, la santé et la sécurité. Dans un monde fini, ça n'est plus possible de s'étendre pour satisfaire mieux les besoins que la veille. Il faut donc augmenter la pression sur les ressources et les forces de production. Ensuite, un modèle répondant à cette demande-là a été proposé, il a été sélectionné, et l'avenir, on le connaît. Et la suite, on la connaît. Rapidement, je vais citer Jacques Ellul, qui dit dans Le Bluff technologique, en 88, « Je voudrais rappeler une thèse qui est bien ancienne, mais qui est toujours oubliée et qu'il faut rénover sans cesse. C'est que l'organisation industrielle, comme la post-industrielle, comme la société technicienne ou informatisée, ne sont pas des systèmes destinés à produire ni des biens de consommation, ni du bien-être, ni une amélioration de la vie des gens, mais uniquement à produire du profit exclusivement. » C'est cette thèse-là que je voudrais tenter de réfuter ce soir. Pourquoi ? Parce que dans cet énoncé-là, qui est le récit classique de l'anticapitalisme, et que j'entends très bien, qui désigne le capitalisme comme étant la cause des problèmes d'aujourd'hui, la cause de la dévastation environnementale, etc. Mais pour moi, il manque plusieurs choses qu'on a vues tout au long de l'exposé. C'est d'une part le déni de l'irrévocabilité de la rivalité. Dans un monde où les puissances maritimes finissaient par capturer toutes les ressources disponibles, y compris les esclaves en Afrique, de façon terrible et dramatique, la puissance qui n'y parvenait pas reculait dans la rivalité. Et que se passait-il ? C'est que le peuple lui-même n'était pas content. À la fin du siècle d'or, en Espagne, lorsqu'elle a été déboutée de ses propres colonies et qu'elle a perdu toutes ses guerres en Europe, le peuple n'était pas heureux et satisfait que ses souverains, que ses représentants, que ses classes élitistes, ses représentants, ses élites, ceux qui racontent les récits dont on parlait tout à l'heure, aient failli à leur tâche de raconter des récits de croissance qui permettent d'assurer à toute l'Espagne la meilleure alimentation, la meilleure sécurité, la meilleure santé. Les peuples eux-mêmes n'étaient pas satisfaits. Donc dans un monde où la rivalité ne peut pas être éliminée du débat, et là on commence à politiser de nouveau le débat écologique, là, le capitalisme est devenu une réponse, et quand Jacques Ellul dit il n'y a pas de rivalité et c'est juste un moyen de production de richesse, c'est partiellement faux, au moins sur le critère de la rivalité. Parce que la rivalité, elle a une raison d'être, y compris pour les peuples. Il y a un autre déni dans cet énoncé. J'en veux pas à Jacques Ellul. Jacques Ellul dit des choses que beaucoup d'autres disent. C'est l'existence des classes moyennes. Alors je vais rapidement citer Xavier Molena qui dit « Avec la fin des sociétés d'ordre et le développement progressif de l'économie industrielle apparaissent des groupes sociaux qui n'appartiennent ni à la bourgeoisie ni au prolétariat. » Donc c'est cette grande transition entre le monde d'avant, le capitalisme et le monde d'après. En France, ces nouvelles classes moyennes salariées, selon l'expression d'Alain Touraine en 1968, représentent 7% de la population active avant la Première Guerre mondiale, 13% au début des années 30, 20% en 1954 et 37% en 1975. Dans la phrase de Jacques Ellul, il n'y a pas la classe moyenne. Or, c'est celle qui a le plus cru, et on pourra discuter de Milanovic et des données statistiques de Piketty sur la classe moyenne et comment elle ne croît plus en termes de richesse aujourd'hui, en tout cas proportionnellement aux autres, mais il se trouve qu'historiquement, elle est née avec le capitalisme. Et donc, le propos anticapitaliste déniant cette part démographique très importante et cet enrichissement d'une classe qui n'existait pas avant, me semble ne pas traiter la totalité du problème. Je vais être un peu catégorique, puis je vais essayer de conclure et on pourra discuter. Pourquoi c'est très important de discuter de la pertinence aujourd'hui de maintenir un discours anticapitaliste, alors que le problème, à mon sens, c'est qu'il n'est pas la cause de la situation d'aujourd'hui. Si on maintient ce débat contre le capitalisme, alors qu'il n'est pas la cause, que la cause, ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui n'ont fait rien d'autre que satisfaire leurs besoins élémentaires, satisfaire les besoins de leurs enfants, aimer leurs enfants, en les soignant mieux, en les protégeant, en faisant en sorte qu'ils aillent à l'école, et que la meilleure réponse circonstancielle sur un monde fini pendant 500 ans a été le capitalisme, on se trompe de cible et du coup on ne fait pas le combat qui permettrait de réajuster nos sociétés
à un monde contraint. Quelle est la vraie cible, entre guillemets, de notre problème aujourd'hui? Ce n'est pas le capitalisme qui est ce que j'appelle une substitution causale. On utilise ce qui est un moyen, le capitalisme est une technique, est un moyen développé. On passe d'un moyen à une cause, on considère que le capitalisme est une cause. Mais si on fait cette erreur-là, on se trompe de cible, et je sais pourquoi on se trompe de cible. Parce qu'en fait, la vraie cible, entre guillemets, qui nous permettrait de traiter le problème collectif qu'on a aujourd'hui, c'est nous. Nous, au sens de 8 milliards d'êtres humains qui ont déployé depuis des dizaines de milliers d'années des techniques pour augmenter la capacité de charge de la planète. Il y a une question assez troublante. Je vous ai dit, les récits dominants sont ceux qui organisent la coopération. Et pour moi, ce sont aussi, j'ajoute ce point, les récits qui permettent de définir les dénis. Donc j'en ai donné quelques-uns à travers le texte de Jacques Ellul. Les dénis collectifs, tout ce qu'on ne veut pas voir, et les rejets de responsabilité. À mon sens, le récit anticapitaliste est possiblement, c'est une hypothèse que je vous propose de développer ensemble si vous voulez, est possiblement un récit collectif hyper performant pour invisibiliser tous les vrais problèmes que nous avons. Parce que c'est une cible extrêmement simple, très facile à expliquer. Alors après, le capitalisme, ce sont les lobbies, les industriels, les élites, enfin, les déclinaisons du capitalisme, on les connaît bien. Il se trouve que, malheureusement, ces élites, ces lobbies, ces sociétés très coercitives, les moyens de pression, la publicité, je déteste la publicité, j'en peux plus, c'est aussi ce qui permet à nos sociétés de maintenir une pression sur les ressources, une pression rivale sur les ressources, qui permet de maintenir le flux de satisfaction de 8 milliards d'humains, et en particulier d'une classe moyenne, qu'on invisibilise d'autant plus qu'elle n'existe pas du tout dans le discours anticapitaliste. Et a fortiori, alors pas du tout, Baptiste me corrigera, mais vraiment très à la marge. Aujourd'hui, le monde, et c'est comme ça, j'en veux pas du tout à la Chine, le monde voit sa croissance des émissions de CO2 en parallèle de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, qui est celle de la Chine. Nous avons fait notre classe moyenne il y a un siècle, ou 150 ans, eux le font aujourd'hui, il n'y a absolument pas à leur en vouloir, on a fait la même chose. Mais ce n'est pas le capitalisme. C'est des gens comme vous et moi qui veulent juste être dans de meilleures conditions de vie. Je ne dis pas que le capitalisme n'a pas usé de moyens terribles de coercition pour renforcer la puissance productive. Je ne dis pas ça. Je dis que cette puissance productive extrêmement destructrice, y compris pour des êtres humains dont j'ai pu moi-même subir dans mon travail la pression, enfin, c'est très difficile, il n'empêche que le résultat, c'est que la démographie a cru et que le PIB mondial a cru. Voilà les nouveaux clivages. Alors, si je vais quand même être un petit peu... Lorsqu'un récit est à ce point dominant et clivant, c'est-à-dire définissant le cadre politique général. Aujourd'hui, on a un problème, c'est le capitalisme, c'est quasiment un réflexe pavlovien. Les médias surinvestissent cette rhétorique-là, et en même temps, rien ne change. Alors oui, je vous ai montré ce graphique-là, parce qu'il est parfaitement illustratif. Ce graphique, c'est l'ensemble de tous les avantages acquis par l'humanité à droite, alors la population mondiale, le PIB, l'utilisation d'énergie primaire, l'utilisation de l'eau, les télécommunications. Vous voyez, tout a cru depuis 1750 de façon exponentielle. Et vous avez à gauche tous les dégâts en fait sur l'environnement, la pêche des poissons marins, l'aquaculture des crevettes, les températures de surface des océans, le protoxyde d'azote, le méthane, la dégradation générale de la biosphère. Vous voyez qu'il y a ce lien entre les avantages et la destruction. Et je vous disais, il est possible que ce récit anticapitaliste soit à ce point structurant que non seulement il n'est pas permis, on le voit aujourd'hui en 2020, la réforme du système de croissance, mais qu'il l'est même accompagné en nous facilitant la possibilité de détourner le regard. Enfin, je vais le dire de façon plus catégorique. De toute l'histoire des idéologies politiques, regardez ce schéma, de toute l'histoire des idéologies politiques, l'anticapitalisme est l'idéologie qui a été le plus en échec. Et de très loin. Voire, il a cru en même temps
que les dégâts, et la coercition, et l'esclavage, et les colonies, et tout ce qu'on sait. D'accord ? Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Là-bas ici, très bien. Je vais citer aussi Corinne Morel-Darleux. Pour reconstruire un horizon, il faut nourrir notre puissance d'agir. Très bien. Aujourd'hui, les nouveaux clivages politiques, à mon sens, ne fonctionneront pas si les militants les plus motivés, les plus velléitaires, je pense à Extinction Rebellion, je pense à éventuellement Greta, je pense à toutes les marches pour le climat, je pense à tous les mouvements qui essayent de rencontrer à nouveau le système industriel, les élites et l'environnement. Je pense que si ces mouvements-là continuent à investir des substitutions causales, ils continueront à entretenir les conflits politiques qui sont, à mon sens, faits pour ne pas changer le système. Et les chiffres sont très clairs. Et donc, Corinne Morel-Darleux dit, pour reconstruire un horizon, il faut nourrir notre puissance d'agir et remonter le déroulé que je vous ai fait. Aujourd'hui, la puissance d'agir, c'est exactement la même que celle des chasseurs-cueilleurs et de tous les êtres vivants depuis 4 milliards d'années sur la planète Terre. Vous devez assurer votre alimentation, votre santé et votre sécurité. Aujourd'hui, le conflit intérieur est beaucoup plus difficile à gérer que le conflit de rejet sur l'anticapitalisme ou les lobbies. Aujourd'hui, la contrainte écologique et le risque d'effondrement, c'est comment je vais exister, moi, dans un monde où plus personne ici ne peut assurer son alimentation, sa santé et sa sécurité tout seul. Donc, comment réinvestir des mouvements politiques qui vont permettre de passer d'un monde de croissance à un monde de décroissance maîtrisée, et je me permets de marier la définition que je proposais sur l'effondrement avec le mouvement politique de la décroissance. Tu l'as dit, la décroissance n'a pas fonctionné par anticipation. Je pense qu'elle est politiquement très fertile pour apporter de la matière à penser et à structurer nos sociétés en décroissance contrainte. Il y a absolument matière à travailler, dans la mesure où on attaquerait des cibles, à mon sens, plus pertinentes que le capitalisme. Les chasseurs-cueilleurs, je parlais de Clastres, et puis je vais pas tarder à conclure, je parlais de Clastres, Salins et des anthropologues qui ont étudié comment on fait les chasseurs-cueilleurs pour réguler leur adaptation pendant 99% de l'histoire de l'humanité. C'est quand même eux qui ont largement vécu plus longtemps que nous. Eh bien, les clivages des décisions qu'ils opéraient étaient soit on augmente la capacité de charge, on obtient un bénéfice à court terme, mais le long terme est impacté, soit on décroît, on limite notre emprise sur le milieu, ce qui est problématique à court terme parce qu'on obtient moins d'avantages. Par contre, on protège le long terme. C'est ça, les clivages politiques, au sens d'organisation de la communauté, qui ont régi l'organisation des chasseurs-cueilleurs pendant 99% de leur histoire. Nous les avons transformés artificiellement en clivages gauche-droite. Je n'ai pas eu le temps de développer là, mais ces clivages gauche-droite sont des constructions hors sol, et on le sait parfaitement, les clivages gauche-droite ne réforment absolument pas la trajectoire de croissance, ils sont tous les deux indexés dessus. D'accord ? Donc en fait, on a complètement occulté la seule dichotomie qui permettrait de réguler notre adaptation, c'est faire des choix de progrès ou de croissance quand c'est possible, et de ne pas les faire quand c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible de faire un choix de croissance. On ne peut pas. Et donc, les clivages gauche-droite deviennent dysfonctionnels, mais on peine à retrouver les clivages politiques progrès versus décroissance. Donc c'est ceci qu'il faut réinvestir. Et j'ai beaucoup parlé d'élite, j'ai beaucoup parlé de récit. Voici un des graphes de l'étude Handy, Human and Nature Dynamics, une étude de 2014, si mes souvenirs sont bons, qui a été cofinancée par un grand organisme américain qui s'appelle la NASA, peu importe, mais qui se posait des questions quand même intéressantes. Cette étude essayait d'estimer des rapports de classe en fonction de la distribution des avantages ou de la production, de la richesse. Vous avez là sensiblement le même schéma que celui du rapport Meadows. Quand la production de richesse augmente, la nature en pâtit. Voilà, ça c'est très clair. Les producteurs, ce qui s'appelle les commoners dans cette recherche, on va dire les ouvriers, les salariés, ceux qui créent la richesse en transformant la nature, eh bien,
en même temps que la nature décroît en capacité de charge, eh bien, ils augmentent en population. D'accord ? Et puis les élites aussi, mais un peu plus tard. Et puis surtout, les élites, vous voyez que à un moment donné, la capacité de charge est dépassée, la richesse décroît. On retrouve le schéma du rapport Meadows. La richesse décroît, et puis la force productive, elle décroît parce qu'il n'y a plus rien à transformer, donc on ne peut plus créer de richesse. Et on voit que les élites durent un petit peu plus longtemps quand même. D'accord ? Elles durent un petit peu plus longtemps, mais en fait, elles disparaissent aussi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas gouvernés ni par des empereurs romains, ni par des rois mayas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont disparu aussi. Ça ne veut pas dire que la totalité de la société maya, ni la totalité de l'empire romain a disparu. Ça veut dire que la capacité de charge est descendue, on a moins pompé de ressources parce qu'on ne pouvait... la capacité de charge a réajusté la population à ce qu'elle pouvait assumer. La production a descendu, les élites n'avaient plus rien à faire produire aux classes inférieures, en tout cas aux classes travailleuses, et puis du coup, toute la richesse produite a ramené la société à un niveau où la capacité de charge était acceptable, où la capacité de charge était compatible avec le nombre d'individus. D'accord ? La question que je veux poser ce soir, et puis il nous reste un petit quart d'heure pour discuter, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous allons aller, où la nature est dévastée, entre le pic d'existence des forces de travail et le pic d'existence des élites. Est-ce que nous allons rentrer dans un monde où les conflits que nous allons organiser seront totalement déconnectés de la réalité politique telle que je l'ai décrite, et dans ce cas c'est la guerre, ou est-ce que nous allons comprendre peut-être que nous tous, à 8 milliards, nous avons été extrêmement solidaires pour nous raconter tous de belles histoires qui ont dévasté notre environnement, mais qui nous ont fait exister. Dans ce cas-là, il y a peut-être un dialogue possible à 8 milliards. En fait, c'est assez binaire. Si on ne se réconcilie pas avec notre propre histoire que j'ai tenté de décrire aujourd'hui, c'est juste l'horreur pour demain. Si on comprend quels sont les fondamentaux de notre existence, peut-être qu'on va pouvoir discuter tous ensemble et éviter les pires horreurs. Je vous remercie. On va prendre toutes vos questions. Je vous invite à être très actifs sur vos questions. Il y a Zoé en haut, qui a un pull rouge, qui veut prendre vos questions aussi. Donc voilà. Première question de Noé. En général, il n'y a pas trop de questions au début, mais ça dépend. C'est bizarre. Oublie le micro, oui. Je répéterai la question. Pourquoi vous ne considérez pas comme collapsologue? J'ai dit dans la formation que tu n'es pas collapsologue, mais visiblement. Pourquoi je ne suis pas collapsologue? Je vais faire très court, c'est pas hyper intéressant. Ta question est intéressante. C'est le fait de... Ce qui n'est pas intéressant, c'est d'avoir été contraint de se démarquer de la collapsologie alors que ce n'était pas nécessaire au départ, mais il y a plein de raisons qui m'y ont poussé. J'ai rien contre la... Fais attention au micro. J'ai rien contre le terme ne me gêne pas, j'invente plein de mots tout le temps, donc inventer un mot pour couvrir... Oui, éteins le micro en fait, parce qu'il y a plein de petits Larsen. Oui, c'est pas grave. Bref, alors... La collapsologie m'intéresse en tant qu'éventuelle discipline d'étude du risque d'effondrement. Ce qui m'a embarrassé, c'est que, au-delà d'une éventuelle nouvelle discipline scientifique pour cadrer et proposer un débat rigoureux sur le sujet, les auteurs historiques aient amené des présupposés, une culture et des idéologies, voire des options spirituelles que par ailleurs je respecte. Je n'ai aucun problème avec le fait d'investir des idéologies, une spiritualité et des opinions personnelles, enfin, aucun problème avec ça. C'est juste qu'il y a pour moi une confusion entre la discipline scientifique, supposée scientifique, et ce qui relève de l'opinion personnelle dans la collapsologie. Et ça m'embarrasse beaucoup. Donc j'ai souhaité, moi, me distinguer de ce terme qui est omniprésent maintenant dans le débat,
mais qui n'est pas suffisamment bien définie sur le plan méthodologique au départ. Voilà la raison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'entends, tu peux y aller, je répéterai. Du coup, merci et bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, je vais revenir sur le point sur l'anticapitalisme, parce que vous avez dit que l'anticapitalisme était actuellement structurant, c'est un discours structurant, beaucoup diffusé dans les médias, etc. Moi, je ne dirais pas ça, je trouve que c'est encore quelque chose d'assez émergent dans les profondeurs. Enfin, ça a existé depuis longtemps, mais là, on est quand même dans un essor assez inédit, entre guillemets, mais qui reste marginal à mes yeux. Et donc, pour moi, l'anticapitalisme, c'est vraiment une question qui est au cœur de l'écologie. Parce que ce que j'entends par capitalisme, c'est du productivisme et toujours poursuivre la croissance, etc. Et c'est ça qui détruit en grande partie la planète sur laquelle on vit. Et du coup, à mes yeux, c'est quand même intéressant de détruire le discours capitaliste, de le démonter et de montrer ses limites, pour d'abord faire prendre aux gens que leur consommation s'inscrit dans une superstructure capitaliste, hein, et pour changer les choses. Enfin, pour moi, c'est essentiel et ça ne peut pas être. Il n'y a pas que de la responsabilité individuelle, il y a aussi toute une superstructure qui engage le comportement et qu'on doit remettre en question. Bien sûr. Simplement, je pense que tu t'attaques aux moyens et pas aux causes. Et que si la cause reste qu'il faut, parce que tu n'as pas envie de retirer de la puissance d'agir ou de l'avantage, on va dire, de santé ou d'alimentation pour ton prochain, tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu me confirmes que tu n'as pas envie de faire ça. Si entre les ressources et les avantages de ton prochain, tu n'as comme moyen d'exercer une pression sur les forces productives qui s'appelle le capitalisme, tu es coincé. C'est ça le problème en fait. C'est que c'est pas par magie que nous sommes 8 milliards sur la planète, c'est parce que depuis que nous avons inventé le premier outil performant pour chasser mieux, nous avons fait violence au monde. Le capitalisme, c'est le bout de la chaîne d'un système de pression sur le milieu qui a commencé, je ne l'ai pas dit ce soir, mais il y a 2 ou 3 millions d'années, et chez tout le genre Homo, pas seulement chez nous. Nous avons développé des capacités techniques qui nous ont été faites. Je veux dire, le capitalisme, c'est comme si tu disais, ces fameuses espèces d'éléphants qui étaient sur tout le continent américain, du nord au sud, avant qu'on débarque. Et ces éléphants, ils en ont marre d'être chassés et ils vont attaquer, ils vont se dire c'est la faute de la sagaie qui me chasse si je meurs. La sagaie, elle y est pour rien. Le responsable, c'est qu'il y a derrière la sagaie un individu qui a besoin de nourrir sa communauté avec l'éléphant qui est mort. C'est ça la cause. Si tu piétines la sagaie, les humains qu'il y a derrière vont fabriquer une autre sagaie. D'accord ? Si tu piétines l'outil capitaliste, et pourquoi pas, enfin je veux dire, débattre sur les structures coercitives du capitalisme, j'ai pas de problème avec ça, le travail analytique est nécessaire. Sauf que si tu le désignes comme cause des problèmes, tu te trompes de cible. Mais c'est terrible d'avoir à trouver la bonne cible, parce que la bonne cible, c'est l'espèce humaine. Et c'est nous, a fortiori, que nous sommes des Occidentaux extrêmement riches. Nous avons d'autant plus de culpabilité existentielle à gérer que nous sommes ceux qui ont historiquement enclenché le truc, en utilisant l'outil du capitalisme. Et en fait, en vous faisant ce diagnostic-là, je ne vais même pas vous dire qu'on va y arriver. Je ne vais même pas vous dire que l'humanité va réussir à se défaire du discours anticapitaliste pour adopter de nouveaux schémas politiques. Je pense qu'il est tellement tard qu'on risque de partir dans n'importe quoi plus que dans quelque chose de rationnel. Au point que, aujourd'hui, les récits auxquels on peut s'attendre pour demain, c'est un combo entre le récit anticapitaliste qui prend effectivement une place phénoménale en tant que récit structurant et le dataïsme. Le dataïsme, c'est Yuval Noah Harari qui fait de l'anthropologie historique et de l'analyse des situations d'aujourd'hui, en disant qu'il y a une nouvelle forme de religion qui s'est imposée, c'est la religion de la croyance que les algorithmes peuvent parfaitement nous gouverner et que tout se passera bien. Et bien ça, c'est l'état actuel du débat politique. Aujourd'hui, quand il y a des grandes décisions à prendre à la tête de tous les États,
tous les États convoquent les GAFAM. Aujourd'hui, les grands débats, c'est savoir si la 5G va faire partir nos données personnelles en Asie ou si la 5G va être avec des puces américaines et nos données personnelles partiront aux États-Unis. D'accord ? C'est ça le débat politique aujourd'hui sur comment organiser la coopération sociétale pour la production de PIB. Donc il est possible qu'on reste coincé sur un débat anticapitalisme, dataïsme pendant encore assez longtemps jusqu'à ce qu'on puisse plus. Mais c'est pas le bon débat, on est d'accord. Bonsoir. Du coup, vous dites que l'anticapitalisme nous a empêché de penser à un autre système politique et en fait une autre façon de vivre et de penser. Et la question c'est qu'est-ce que vous proposez, enfin, qu'est-ce que vous pensez pour ce système politique? Alors, c'est une excellente question qui est la plus piégeuse de toutes. Aujourd'hui, le gouvernant qui succédera au gouvernant croissantiste, s'il peut être élu pour ça, c'est quelqu'un qui va, comme dirait Jean Covici, être capable de gérer la contrainte d'une façon ou d'une autre. Donc, si j'ai un discours politique à défendre, ce sera celui qui rejoindra celui de Baptiste, c'est d'intégrer le discours décroissanciste organisé aux plus hautes sphères du pouvoir. Pourquoi ? Parce que s'il n'est pas pensé en amont, on a deux façons de gérer la contrainte, c'est soit on tue ceux, ou on élimine d'une façon ou d'une autre ceux qui sont en trop, soit on partage mieux. D'accord ? C'est assez binaire comme système, et les chasseurs-cueilleurs organisaient le partage et le distributif. Le distributif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc mon option à moi, non naïve, c'est de défendre un partage différent. Et ce partage différent, je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais si on vise le capitalisme, étant donné que c'est une chimère, ça ne marchera pas. En revanche, et je vais donner les 3 éléments du programme, on pourra, comme ça me permet de le placer si vous voulez, c'est pas un programme, mais c'est ce qu'il faut faire si on veut ruiner le capitalisme dans ses fondements et organiser le partage différemment. Le capitalisme, je vais le prendre autrement. La première chose à faire si vous voulez freiner le capitalisme et organiser la distribution autrement, c'est réduire à votre échelle vos revenus et à l'échelle d'un pays le PIB. Le problème, c'est que dans la rivalité, c'est compliqué. Déjà, à l'échelle d'une famille, réduire ses revenus, si on est au taquet de ses besoins dans un pays, ben on a des difficultés à le faire, évidemment. On ne peut pas le faire, évidemment. Et un PIB, le problème, c'est que, pour un pays, réduire le PIB, ça le ferait certes reculer dans la puissance capitalistique, dans la pression qu'il exerce sur les ressources, etc. Donc ce serait vertueux à plein d'égards et pourrait mieux redistribuer de façon plus équitable, mais il serait moins rival avec les puissances étrangères. Donc on lui siphonnerait toutes ses ressources, etc. Donc en fait, il n'aurait même plus l'arbitrage pour distribuer les ressources comme il le veut. Donc oui, réduire le PIB, réduire ses revenus, partager mieux et... Troisième point qui rejoint là où j'étais ces 2 derniers jours pour un petit tournage dans une ferme en transition, dans un système agricole en transition, travailler de ses mains. C'est assez simple ce qu'il y a à faire. La question c'est de savoir qui va travailler de ses mains en premier, qui va partager le plus, le moins et à qui ça va être donné, et qui va choisir volontairement, à quelque échelle que ce soit, de réduire ses avantages acquis pour le bénéfice de long terme, alors que la compétition est mondialisée. Ma réponse s'arrête là. Je ne sais pas comment on fait ça. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une question pour parler de coopération sociétale. Et du coup, je voulais vous demander comment est-ce que vous envisagez cette coopération avec 8 milliards d'habitants, du coup, et par rapport à ça, vous ne pensez pas que l'échelle individuelle, et du coup la manière d'agir à l'échelle individuelle, elle est plus suffisante et qu'on aurait besoin d'une superstructure, du coup une superstructure, je vais peut-être utiliser un mot fort, mais dictatoriale qui puisse prendre les devants pour imposer une forme de dictature écologique. C'est quelque chose que j'ai évoqué immédiatement dans l'introduction de ma conférence. Les situations de contrainte, c'est le retour dans les organisations humaines de l'autoritarisme et de l'arbitraire de ce qui était avant à l'extérieur. D'accord ? Donc c'est malheureusement
une perspective tout à fait entendable parce qu'elle est complètement cohérente avec ce qu'on sait de l'évolution de la vie sur Terre depuis 4 milliards d'années et dont l'humanité ne s'est affranchie qu'artificiellement, avec des techniques, le capitalisme, etc. Donc la question de savoir si ceux qui géreront le mieux la contrainte sont des pays autoritaires, elle est ouverte et en passe d'avoir une réponse avec la Chine, qui applique une politique autoritaire, arbitraire, de notation des gens, et puis quand il y a l'équivalent de la population à mettre en quarantaine parce qu'il y a un virus, l'équivalent de la population française à mettre en quarantaine parce qu'il y a un virus, elle le fait. Je ne sais pas si les illusions démocratiques autour de la liberté et de la souveraineté du choix individuel vont survivre à la contrainte extérieure. Je ne le sais pas, je le souhaite. Et peut-être qu'il y a entre les deux une façon d'organiser collectivement une contrainte qui serait plus vertueuse. Je vais le dire autrement, la dictature dont tu parles, je vais parler du diktat de l'existence. Si on ne peut pas assurer son alimentation, santé, sécurité, le diktat de l'existence nous oriente vers la fin. C'est comme ça. Et bien ce diktat de l'existence, il va forcément revenir d'une façon ou d'une autre. Je pense que nous allons attendre que les seuils écologiques soient dépassés à ce point-là, que nous risquions de perdre toute maîtrise sur l'organisation de ce diktat, auquel cas nous aurions des pouvoirs terribles. Mon travail ce soir et avec vous, c'est d'éviter ça en anticipant un maximum, alors qu'on est sûr que ce diktat-là va revenir d'une façon ou d'une autre. En fait, il faut être sûr de ça, pour reprendre Dupuis. Il faut être sûr de ce risque-là. C'est même plus qu'un risque. En fait, le diktat de l'existence, il va revenir. Comment on le gère politiquement? Essayons de ne pas nous attaquer à des chimères. Voilà. Je vais revenir sur la notion d'handicapiste. Au début de cette conférence, vous expliquez que finalement, il y a un gros enjeu sur le storytelling. De façon assez cynique, on dit que l'enjeu, c'est gagner le combat politique. Est-ce que justement, parce que l'anticapitalisme, ça permet d'avoir une chance un peu plus probable que de dire on va serrer la ceinture, mais finalement on va gagner, on va gouverner, est-ce que du coup, ça ne serait pas la façon la plus compatible pour embarquer des stratégies politiques, justement, et de relocaliser ces États? Je serais d'accord avec vous si l'anticapitalisme n'avait pas pour propriété que j'ai énoncé ce soir de protéger le consommateur sur son acte de consommation. En fait, ça invisibilise la cause elle-même, c'est-à-dire, demandez autour de vous, faites le test. On a un problème sociétal X ou Y, le réflexe que la personne va vous dire, elle va pas vous dire c'est parce que j'ai consommé elle va pas vous dire c'est parce que j'ai acheté un SUV qu'on a un problème écologique, pour prendre un schéma simple, elle va dire c'est le capitalisme le problème. Et moi le SUV, la personne va vous dire, le SUV, le 4x4, ou voilà, les grosses voitures, elle va vous dire c'est pour ma sécurité, parce que j'ai très peur dans un avenir contraint. Et donc, si l'anticapitalisme continue à détourner l'acte d'achat, l'acte de consommation des effets que cet acte a sur le monde, je ne crois pas que l'anticapitalisme résolve quoi que ce soit, parce qu'en fait, il va, et comme il le fait déjà, renforcer l'acte d'achat. C'est ça qu'il fait factuellement. Cette propriété d'invisibilisation de la classe moyenne dans sa consommation pour l'anticapitalisme, je l'ai illustré avec Jacques Ellul, mais c'est terrible parce que les auteurs sont brillants dans l'anticapitalisme et la décroissance, je ne dis pas le contraire, mais on ne voit tellement pas la classe moyenne qui est la puissance consommatrice du monde dans ces textes-là, qu'appuyer un discours politique sur une telle invisibilisation, ça rend le discours politique inconsistant. Si on n'avait pas ce résultat-là, je dirais ok pour l'anticapitalisme, mais on a ce résultat-là. Donc je suis obligé de penser le récit. Le récit anticapitaliste est le récit coopératif le plus puissant que l'humanité ait jamais organisé, ait jamais utilisé. C'est un récit hyper coopératif qui est fait pour optimiser, qui est à mon sens structurellement fait pour optimiser la génération de dégâts. Alors, je ne vais pas complètement fermer ma réponse. Peut-être qu'en arrivant à fédérer autour d'un récit anticapitaliste, on pourrait changer les choses. Étant donné que je ne le vois pas, je garde ma réponse réservée. Voilà. Ouais. Alors, je suis désolée, il est déjà 20h05 bientôt. On va devoir arrêter les questions ici, parce qu'on va rendre la salle. Du coup, je suis désolée. Je vous remercie donc pour vos questions. Je vous remercie Vincent Mignero pour cette intervention très intéressante. Merci à vous.
d'avoir organisé cette conférence. Voilà. Bonne soirée à vous. Ça va? Il faudra qu'on échange sur ta critique du capitalisme. Oui. Et sur